Bonjour à ceux qui sont déjà là. C'est cool. 9h01, vous êtes super réactifs, hein. Je change mes heures de stream, hein, selon les jours. Là, j'ai une interview à 11h ce matin à donner où on parlera notamment de Twitch. C'est fou ça. Donc je vous dis à dans un instant. On démarre dans un instant. À tout de suite. Enchaînement de la matinale d'Host et de Samuel, me disent certains, je vois là, Host politique. Je salue mes confrères d'ailleurs à fond sur l'actu en ce mardi matin. Mais t'as bien raison. À tout de suite. Ouais, Daft Punk, on va en parler de Daft Punk, de la séparation. Tout de suite. Ici la voix. Vous avez le temps de nous faire un petit café, hein. Merci à tous les bonjours, ça fait plaisir, hein. On allume l'ordinateur, paf. Bonjour du Maroc. Et j'ai déjà des bonjours. Voilà, salut. Let's go, salut tout le monde, bonjour. Passionné de France Info, waouh, il est trop beau ce pseudo. Waouh. Salut Samuel depuis Saint-Etienne, salut les Stéphanois. Allez les verts. Go faire mon café, je viens. Allez, tu sais quoi, on attend que t'aies fait ton café. Le café, c'est plus important que tout. Bonjour de Slovénie, mais sérieux quoi, c'est top. Salut les gars et les filles et Samuel. Ok. Salut Samuel, j'ai 45 ans aujourd'hui, mais bon anniversaire, mais bon anniversaire. Bonjour d'un village paumé du Gard, mais je suis sûr que c'est super chez toi. Je suis sûr. Hein, on a besoin d'air en ce moment. Je bois pas de café. Stop Ditact. Sympa ce pseudo déjà. Mais tu peux boire ce que tu veux. Ici c'est free. Hein. Ici c'est pas la dictature c'est pas la dictature du café. Hein. Bonjour de Moselle. Salut beau gosse le Sam. C'est tellement pas vrai. C'est super gentil. Merci. Bonjour d'Anglette. C'est beau par là. Voilà. Oh, il y a les enchaînements entre host politique et la matinée Étienne qui font bien plaisir. Voilà. Je peux boire un verre d'eau, me demande Pikunchu. Mais bien sûr, mon ami, que tu peux boire un verre d'eau. Voilà. Salut, bande de BGG. Yes. Bonjour d'Argenteuil, salut à toi. Salut à toi, habitant d'Argenteuil. Bonjour de Caen, bonjour de l'INSERM de Montpellier, bonjour de, oh là, de Nassau, 3h du mat. Waouh. Nassau. Yes. Bonjour d'Antilles, bonjour de Hello de Tokyo. Ah, oh, j'adore, j'adore. Bon, bah, il y a déjà pas mal de monde. Je crois qu'il va falloir que j'aime ma caméra alors. Attention, je peux me prendre une bière. 9h03, je sais pas. Je crois que je vais allumer ma caméra. 3, 2, 1. J'espère que ça marche. Bonjour à tous. Bonjour à tous les amis. Bienvenue dans la matinée Étienne sur Twitch. Même en vacances, même à la neige, même à la montagne, j'ai amené mon setup et je suis là pour être avec vous chaque matin. Voilà. On a pris l'antenne il y a 2-3 minutes. J'avais pas allumé la caméra encore et je voyais déjà un torrent de trucs sympas, de bonne ambiance, de bonjour. Chacun me disait d'où il nous regardait. Je fais jamais de grasse mat en vacances? Non, non. Me dit Weinsvoller. Non, parce que avec la matinale de France Info, je me suis habitué à me lever tôt, 2h du matin. Donc assez naturellement, je me réveille au plus tard à 5h, on va dire. Notamment pour lire les journaux. Hein, le réveil a sonné à 5h ce matin, comme ça je lis les journaux pour vous. Puis après, quand la famille se réveille, je peux en profiter aussi, parce qu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre ma passion dévorante, je fais les bruitages aussi, pour mon taf, et la famille, parce qu'il ne faut pas se tromper. Les amis, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier et avant-hier, on est dans une condition extrêmement particulière, parce qu'il n'y a pas de fibre ici, là où je suis. La box que j'ai trouvée à la maison, elle n'est pas terrible non plus, et donc je stream en 4G. En 4G, et bien, grâce au Conseil d'étoiles et à vos conseils aussi, depuis 2 jours, eh bien, j'ai réglé progressivement bien, la configuration de mon stream. Hein. J'ai baissé la résolution de l'image, j'ai joué sur le bitrate. Bitrate, j'ai appris un nouveau mot il y a 2 jours. Voilà. Et donc maintenant on est arrivé sur une connexion qui est assez stable, voilà, avec pas trop de bugs. Le son, l'image, d'ailleurs, vous allez me dire, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez un bon son ce matin? Est-ce que l'image, même si elle est un peu dégradée par rapport à d'habitude, euh, est bien? J'ai besoin de vos retours. Ça marche même mieux qu'avec la fibre. C'est pas faux. Récemment, j'ai eu pas mal de plantages. Il faut que je sois en train de bosser sur ma connexion. Ça a l'air de bien marcher. Ah, c'est cool. Bon, alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue, bienvenue à vous. Donc, on est dans un setup et un stream un peu particulier avec les moyens du bord. J'ai amené une partie de mon matériel ici à la montagne et ben ça marche. Et ça marche quand même. La matinée Étienne, le concept est super simple. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, et de la vie aussi, et puis on dit pas mal de bêtises parce que c'est ça qui est bon. Euh,
Bon, vous êtes d'où? D'ailleurs, vous ce matin, là, j'ai salué quelques villes, quelques localités, quelques pays même à l'instant. Vous nous regardez d'où ce matin? Euh, j'ai installé Twitch chez ma grand-maman de 82 ans pour qu'elle vous regarde chaque jour, me dit Sinski, c'est cool. Embrasse bien fort ta grand-maman de 82 ans. Ça y est, c'est parti. Neuchâtel, Rennes, Grenoble, le FC Metz est là. Annecy dans mon bureau, c'est cool. Rennes, Caen, Chantilly, capitaine du cheval. Ah oui, je savais pas ça. Ça me rappelle quelque chose. Shanghai, la Suisse, la Réunion, Saint-Étienne, Montpellier, je lis à la volée. Montcuq, la fameuse commune de Montcuq, chère à un humoriste en particulier, coucou de Montmartre, donc en altitude. Le Mont-Saint-Michel, on reste en altitude. On redescend un petit peu. Tarbes, c'est chouette. Ajaccio, mais quel bonheur, quelle chance d'habiter la Corse. Quelle chance d'habiter la France, chantaient des rappeurs il y a quelques années. Et d'habiter la Corse, c'est cool aussi. Vannes, la Bretagne est là, Charleroi, Arcachon, Landor, Avignon, la Belgique encore, Valence, je connais, j'habitais pas loin. La Thaïlande, sérieux, tu nous regardes de Thaïlande, c'est cool. Qu'est-ce que c'est cool la Thaïlande. Cholet, Rouen, Lorient, Prague, que des belles villes, mais Prague, c'est tellement beau, Prague. Strasbourg, Limoges, Strasbourg encore, dis donc. Anglette, oh les surfeurs, Le Havre, Tatooine. Tatooine. Mais comment tu fais pour me regarder depuis Tatooine, toi, petit coquin? Villefranche-sur-Saône, je viens d'avoir le permis de conduire, ça. Bravo. Clermont-Ferrand, Audin ou Autun? Kazakhstan, Non, Kazakhstan, non, j'y crois pas. L'Elysée, oui, je sais qu'on nous regarde à l'Elysée, et oui. Tombouctou, c'est loin ça, non? Besançon, Reims, Avoria, oui, il y a des partenaires de la neige ce matin. Bon, allez, merci à tous d'être là, c'est super cool. C'est mon 3e stream depuis la montagne d'ailleurs, donc voilà, je suis heureux d'avoir pris cette petite semaine de vacances pour aérer surtout la famille, c'est ça qui était important. Et je vais partager ça avec vous, parce que là, on voit pas très très bien à cause de la luminosité. Je vais vous montrer une petite image de derrière moi. Voilà, je sais que j'ai beaucoup de chance, mais j'essaie de faire profiter tout le monde du paysage. Avec des moyens du bord. Ouais, c'est beau. Il y a beaucoup plus de lumière qu'hier. Regardez comme c'est magnifique. Regardez. C'est vrai que comme cadre de travail, ok, je pense qu'il y a pire. Vous êtes en direct de la matinée Étienne. On est en France, on est à la montagne, c'est juste magnifique. Voilà. Bon, alors, vous allez me dire, tu feras mieux d'être dehors à en profiter plutôt que lire les journaux. Ouais, mais l'actu et les journaux, c'est une telle passion que voilà, c'est plus fort que tout. Et puis, on s'arrête à 11h ce matin. On s'arrête à 11h, donc je vais Ouais, je sais que c'est super beau. C'est beau, c'est beau. Ouais, je sais, c'est magnifique. On vit dans un super beau pays. On n'a pas conscience toujours, d'ailleurs, d'avoir la chance de vivre dans un beau pays. Pas seulement, d'ailleurs, pour les paysages. On est un peu râleurs, nous, les Français. On se plaint de beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que je peux skier? Non, effectivement, bonne question. Il y a de la neige, mais ça skie pas. Les remontées sont fermées, bien sûr. Ça triche pas. Voilà. Sauf mon petit garçon qui est en bas des pistes, qui prend ses premiers cours. Il a 4 ans et évidemment, en bas des pistes, il n'y a pas besoin de remonter. Ça glisse 10 mètres, ça tombe. Ça glisse 10 mètres, ça tombe. Ouais, et quelqu'un me faisait remarquer que l'artiste sur laquelle on a fait un raid hier était super. Donc ça, c'est une petite tradition maintenant. À la fin de chaque stream, en général vous êtes à la fin du stream entre 10 000 et 14 000 personnes, eh bien je regarde si les réglages sont bons. C'est marrant, les commentaires ne montent pas très haut dans ma case de stream là. C'est bizarre parce que moi ici elle est bien réglée, c'est bizarre. Voilà, bon, mais on vous lit quand même. Donc oui, c'est le son un petit peu plus fort, pas de problème, je te monte un petit peu le son. Alors hier, donc c'est la tradition, on fait un raid. Moi je trouve que c'est la magie de Twitch, on est plein de streamers. Certains sont regardés par 10 000 personnes, d'autres par 10, 20. Il y a un article du Monde récemment qui était super, parfois 0 personne, 1 personne, 2 personnes. Et c'est des gens qui ont beaucoup de contenu hyper sympa. Et donc moi j'essaye de trouver à la fin du stream, donc aux alentours de 10h55 ce matin, un streamer, une streameuse avec pas beaucoup de viewers, et on lui envoie 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 personnes, et ça fait toujours plaisir. Il y a toujours des réactions de surprise d'abord au début, et puis la personne se présente, raconte ce qu'elle fait. Hier c'était une artiste qui stream son travail sur le verre, fait de la sculpture sur verre. Et beaucoup ont été très contents de retrouver ça. Voilà, Noix de Coco 83, sympa ton pseudo, me dit qu'elle était super. Voilà, n'hésitez pas. Tout à l'heure, vers 10h55, vous m'indiquerez. Voilà, Crady me dit 5-10 viewers depuis 5 ans, la tristesse. Ouais.
Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à regarder que c'est pas bien ce que tu fais. L'audience, c'est le signe de rien. L'audience, c'est le signe de rien. À la télé, il y a des trucs qui sont gavés d'audience et c'est juste pas intéressant. Donc l'audience n'est signe de rien. L'important, c'est que toi, tu te fasses plaisir et que tu proposes un contenu de qualité. Ouais, c'était Ebibi plutôt, la streameuse, la sculptrice sur verre. Voilà. Bon, merci les amis d'être là. Merci pour tous les gentils messages que je vois dans le chat, notamment mes bons anniversaires pour mes 50 questions pour un champion qu'on a fêté hier. C'était cool. Samuel Etienne, à quelle adresse on peut vous envoyer des colis? Mon meilleur ami est torréfacteur, on voudrait vous envoyer du café. C'est très gentil. En général, je n'accepte pas les cadeaux, hein. Je veux pas être corruptible, mais on échange sans problème sur le café, c'est une exception, hein. En DM sur Twitter, n'hésite pas à m'envoyer un DM. Voilà. Bon, les amis, je parle, mais on va lire les journaux bien sûr ensemble. Je m'adresse surtout à ceux qui sont là pour la première fois. La matinée Étienne, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, et de la vie aussi. Le problème, c'est que je suis très bavard. Et que souvent, comme je rebondis, incorruptible, sauf avec du café, me dit-on, vous allez recevoir un colis piégé pour peu qu'il soit corse. Pop, les Corses sont pas comme ça, les Corses sont pas comme ça. Hein. La Corse, c'est pas une île de violence. Hein, il y a une histoire qui est un petit peu tendue, bien sûr. Mais les Corses, ils envoient pas des colis piégés. Hein. Ça, je sais que c'était une vanne, mais voilà. Je préfère relever les vannes quand elles sont un peu ratées. Désolé. Donc, alors désolé, oui, ce que je disais à l'instant, c'est qu'on lit les journaux, mais le problème, c'est que je suis super bavard. Je suis super bavard et que je fais plein d'à côté, notamment en fonction bien, de ce que vous me dites dans le chat. Bon, le programme, on va d'abord lire les unes de la presse nationale. J'ai lu tout pour vous ce matin. Le Parisien, Le Figaro, Libération, La Croix. J'ai pas l'Humain en vacances, hélas, mais j'ai l'Opinion et j'en oublie. Et puis l'équipe aussi, et puis on ira voir les unes de la presse en région pour voir de quoi parle la presse régionale, et après on reviendra à la presse nationale pour lire les articles que j'ai mis de côté, Le Monde également. Vous verrez, c'est étonnant parce que souvent certains me disent tu parles pas beaucoup de la presse, de l'actualité internationale. Alors comme je dis, la presse française, pour le coup c'est un peu normal parce qu'il y a une proportion importante des articles qui sont consacrés à la situation de l'actualité dans notre pays, et Dieu sait s'il y a des choses à dire, mais ce matin, vous verrez, j'ai des articles passionnants sur l'actualité internationale, mais vraiment passionnants, j'ai appris plein de trucs, je voulais partager ça avec vous. Juste un mot avant de commencer. Depuis quelques jours, j'ai lancé un podcast sur Spotify, en attendant de le lancer sur d'autres éventuellement. Je vais vous mettre l'adresse dans le chat parce que vous êtes beaucoup à me le réclamer. En fait, c'est tout simple, dans les heures qui suivent ce stream, toc, ici là, ce que je viens de mettre là, tac, vous voyez cette adresse-là? En fait, c'est mon podcast sur Spotify. Dans les heures qui suivent ce stream, eh bien, je mets ça certains sont déjà abonnés, c'est cool. Sur Spotify, alors je fais aussi vite que je peux, mais avec la connexion que j'ai ici, hier ça a bugué, je l'ai mis un petit peu tard. Mais l'idée, c'est que vous puissiez écouter aussi la matinée avec Étienne en voiture, en vous baladant, pas forcément à la maison devant la tablette ou devant l'ordinateur. La qualité du son sur Spotify est excellente. Bon, c'est cool. Daft Punk, on va en parler, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour Spotify. Top, je vous remets l'adresse ici. Tac, je suis super fier parce que hier, j'ai pas réussi à vous le faire. Et ben allons voir si ça marche déjà. Allons voir si quand je vais voir mes articles, vous les avez aussi, ce serait bien. 3, 2, 1. Alors pas DJ, mais ça, tablette. Hop, 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 hop. Ok, c'est parti. 9h15, on est sur un bon rythme ce matin. Je vous parlerai de la une du Monde. Europe, les dirigeants face à la lassitude des opinions. Bon, les opinions publiques en Europe, notamment en France, sont de plus en plus fatiguées face à la crise sanitaire. Est-ce que c'est une surprise? Mais alors, ça n'est pas tout. Dans le Monde, des choses passionnantes sur l'inextinguible. Ce mot, je ne le vois pas souvent. Hein. L'inextinguible. C'est marrant, j'aurais dit inextinguible. Vous savez, j'aurais fait la faute, moi. Et je vois GUI, donc inextinguible. Vous me confirmez l'inextinguible colère des Birmans? C'est ça? Ou si vous le prononcez comme ça? Il n'y a pas de doute. Hein. L'inextinguible colère des Birmans, c'est à la une du. C'est ça, hein, vous aussi vous le prononcez comme ça? Ouais. Ah, c'est drôle. C'est pas un mot qu'on utilise souvent. Vous voyez, j'ai bugué là-dessus. L'inextinguible colère des Birmans, c'est un article vachement intéressant pour comprendre ce qui se passe en Birmanie, les manifestations contre la dictature militaire. Un truc sur les dérives de l'armée colombienne, accusée d'avoir tué des milliers de civils. C'est en Colombie, donc, ce qu'on a appelé les faux positifs. C'est un truc atroce. On verra ça en ce moment. Grâce au Monde, j'ai appris plein de choses aussi. C'est passionnant. On ira au Brésil. On va beaucoup voyager ce matin. La campagne vaccinale contre le Covid-19, sabotée. Sabotée par qui? Un indice en bas de votre écran, le président brésilien Jair Bolsonaro. Voilà, passionnant.
également. Et puis un petit édito, un petit éditorial, hein, donc c'est l'avis du journal, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le mot éditorial. L'éditorial, c'est le journal, le journaliste qui donne son avis, donc ça n'est plus un examen clinique des faits, hein, et sobre, c'est vraiment une prise d'opinion. C'est pour ça qu'on met éditorial, c'est un petit peu comme un avertissement sur justement eh bien, la baisse de la confiance des Français vis-à-vis de leur gouvernance. C'est pas nouveau, mais c'est un petit peu accentué avec le Covid-19. Ça, c'est Le Monde. On ira voir Le Parisien, qui ce matin, c'est il y a quelqu'un qui est en train de me citer OSS 117, j'adore, OKLM TV, c'est l'inextinguible arrogance de votre beauté qui m'asperge. Il le dit ça vraiment, ça, OSS 117? C'est cool. Le Parisien s'est mis dans la peau d'un livreur d'Uber Eats. Là aussi, hein, je vais spoiler à mort, c'est difficile, c'est mal payé. On regardera ce reportage. Ça, c'est dans Le Parisien. On se penchera aussi sur la situation à Nice. Parce qu'on en parlait hier, on attendait des mesures concernant cette ville et la région en raison du nombre très important de cas de Covid-19. Donc pour la première fois, la France a pris des mesures géographiques, hein, enfin le gouvernement a pris des mesures géographiques. On verra quelles sont ces mesures qui ont été annoncées hier à la mi-journée. 15 jours pour inverser la courbe, on se penchera sur ça, c'est assez bien fait. Daft Punk, c'est fini. On en parle dans Le Parisien et on en parle aussi, regardez comme elle est belle cette une dans Libération. Daft Punk, on se lève et on se casque. Moi je valide. Libération, c'est le journal qui a la science du titre. Daft Punk, on se lève et on se casque. Voilà, on se penchera sur les raisons peut-être de cette séparation. Et puis là où Libé est très fort, c'est qu'ils ont réussi à mixer, alors pour le coup c'est vraiment le bon mot, cette actualité avec les manifestations en Algérie. Je vois quelqu'un, Lucas HZ2GR, qui me souligne que le titre sur le Irak est bien trouvé. Le Irak, c'est quoi? Ce sont justement ces manifestations en Algérie. Algérie, Irak, One More Time. Voilà, clin d'œil bien sûr à Daft Punk, avec des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues, ou plutôt redescendues dans la rue du pays lundi. Beaucoup d'actualités internationales ce matin avec des papiers extrêmement bien faits. On va apprendre plein de choses et surtout on va tout comprendre. Voici le papier sur les manifestations en Algérie et le papier sur Daft Punk. Encore un autre bon titre, moi j'applaudis. French Touch Final, touche finale, French Touch, ça donne French Touch Final. Libération, les meilleurs en tout cas pour les titres. Le Figaro se penche sur la décision prise à Nice. Face à l'épidémie, Macron choisit le pragmatisme. Le Figaro valide plutôt, on le verra. Mais ce qui m'a intéressé dans le Figaro, c'est encore de l'actualité internationale, ça arrive comme ça. Les meilleurs papiers ce matin sont sur l'actu à l'étranger. Le Mexique, oasis pour touristes fuyant les restrictions sanitaires. Eh ben, c'est étonnant, c'est étonnant. Et c'est hyper bien écrit. C'est Alix Hardy, qui est peut-être la correspondante du Figaro là-bas. Mexico et Puerto Vallarta. Vous savez quoi, je vais aller voir tout de suite sur Twitter. Parce que... Est-ce que je peux vous faire ça en... Ne bougez pas. C'est une petite curiosité vis-à-vis de ces journalistes parce que son papier est super. Un Twitter, paf, je suis sur mon compte avec un peu de chance. Bon allez, allons-y, je vous fais ça en direct. Hein. Comme toujours, normalement si je vais là, tac. C'est normal, ça marche pas, il y a un petit réglage à faire. Ah là là, mais je suis devenu tellement ingénieur bac plus 27. Je vanne, hein, je suis super pas bon sur ces trucs-là. Bon, normalement vous avez Google, ok, donc là, ça marche. Et maintenant vous devez avoir mon compte Twitter. 3, 2, 1, ok, ça marche. Alors si je vais sur mon compte Twitter et je cherche cette journaliste qui s'appelle Alix Har, Alix quelque chose, hop, on va voir si c'est la correspondante. Hop, peut-être qu'elle est dans le chat. Voilà, elle est là, tac, c'est elle. Correspondante au Mexique, voilà. Alors c'est très intéressant ça, je le fais pas par hasard cette petite recherche. Pourquoi je fais ça? Parce que ça illustre une façon de travailler d'une partie des journalistes. Souvent, les jeunes journalistes, pour faire leur trou, pour trouver leur place dans ce métier qui est extrêmement difficile et concurrentiel, le journalisme, il y a beaucoup de jeunes gens attirés par cette profession parce que ils ont raison, c'est une super profession. Et du coup, pour faire leurs premières armes, se faire remarquer, bien souvent partent à l'étranger et deviennent des correspondants. Alors ils sont payés à la pige souvent, hein. C'est pas des contrats de travail, c'est pas des CDI, mais ils proposent leurs articles. Regardez là, c'est très intéressant. Alix Hardy, qui doit être une jeune journaliste, paf, je vais la suivre d'ailleurs, paf, c'est parti, en direct. Correspondante au Mexique pour Le Soir. Le Soir, alors, pour moi c'est belge Le Soir.
Voilà, je me suis pas trompé pour une fois. Le soir c'est belge, Le Figaro, hop, article ici, et le JDD, le journal du dimanche, RFI, Radio France Internationale, excellente radio, j'y ai travaillé 5 ans, et ça je connais pas, la Tribune de Genève. Vous voyez, là vous avez une jeune journaliste qui travaille pour des médias français, belges et suisses. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et voilà pourquoi je reviens sur Le Figaro. J'ai fait cette petite recherche parce que ça illustre une partie de notre métier. Voilà, c'est une façon de faire ses premières armes. Donc, on se penchera sur cet article passionnant du Figaro sur le Mexique. Bravo à Alix pour cette enquête. Plus anecdotique, quoique, c'est drôle, parce que ça ressemble vachement à Twitch. Regardez ce truc. C'est de la consommation. Les grandes enseignes dans le monde, et puis ça commence en France, se ruent sur le live shopping. Donc, le live shopping, eh ben, vous savez, c'est du téléachat, mais pas la télé. Hein, sur Internet, sur Internet, euh, je regarde certains commentaires là sur le positionnement des journaux. Sur Internet, voilà, donc là vous avez Cyril Lignac par exemple, et donc on vend les produits sur Internet, sauf que manifestement il y a un chat. Hein, c'est des émissions interactives. Les internautes peuvent poser des questions et interagir avec l'animateur. Ça marche du feu de Dieu, ça vient de Chine, ça explose les compteurs. Internet achat, exactement. Le live shopping. Et c'est étonnant parce que ça ressemble vachement à Twitch, mais en mode je te vends ma batterie de casserole, je te vends ma perceuse, je te vends, etc. Et ça cartonne. Bon, ça ressemble à Twitch. Ça a le goût du Twitch. Ça a peut-être de l'odeur du Twitch, mais c'est pas Twitch. C'est étonnant, hein. C'est étonnant, on lira ça. Je sais que certains sont vraiment intéressés par ce sujet. Hier, c'était réservé aux magazines spécialisés. Maintenant, le Bitcoin est partout depuis quelques semaines, à la faveur de la hausse incroyable du cours de la crypto-monnaie. C'est la une de la Croix, la percée du Bitcoin. La Croix s'interroge de façon assez intelligente sur le phénomène, parce qu'on peut vraiment parler d'un phénomène Bitcoin. Hein, c'est une petite révolution. L'opinion, ce journal plutôt libéral. Alors, c'est intéressant comme positionnement. C'est un journal qui est assez jeune, l'opinion. Tiens, vous savez quoi, on va aller voir. Parce que souvent je dis l'opinion, c'est un journal qui est assez jeune. Puis je vous dis jamais quand a été créé l'opinion. Vous allez voir, c'est pas très vieux en fait. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que des journaux se créent en France. Hop, je vous remets ma petite recherche sur Google ici. Tac, normalement vous l'avez. Voilà. Et donc c'est une bonne nouvelle parce que les journaux meurent hélas parfois, faute de lecteurs, et parfois ils naissent aussi. Regardez, l'Opinion, c'est un quotidien français lancé en mai 2013, c'est pas vieux du tout, hein, par Nicolas Bétou, ancien directeur des Échos et ancien directeur des rédactions du Figaro. Le journal suit une ligne qui s'affirme libérale, favorable à l'entreprise et europhile. Donc ça c'est pour l'explication, et je peux vous dire que c'est exactement ça. Quand vous lisez l'Opinion, c'est un journal qui, alors libéral économiquement ou moralement, non, c'est vraiment économiquement. Bonne question de Darwin R. C'est un journal qui clairement soutient la liberté d'entreprendre, et vraiment toute l'actualité est passée au crible de ce filtre-là, à savoir, alors c'est contre trop de mesures administratives, c'est pour la liberté d'entreprendre, c'est pour l'Europe aussi. Donc, ouais, mais au moins ça, vous voyez, c'est un journal qui n'avance pas masqué, c'est pas de vous de vous imberlificoter, quoi. C'est vraiment, c'est clair, c'est une grille de lecture voilà, qui est intéressante parce que complémentaire des autres. Et là, donc je m'arrête pour l'explication de l'opinion, mais là ce qui est intéressant, c'est que l'opinion nous dévoile, ça c'est ma musique de suspense, le plan secret de la République en marche. Voilà. Pour 2022. Hein, quel est le plan secret de la majorité pour remporter les élections de 2022? Vous l'avez bien compris. C'est l'opinion qui nous révèle des trucs assez étonnants là-dessus. L'équipe, rapidement. Une équipe de malades. Alors, quand on dit une équipe de malades, en général, on dit c'est une emberlificotée. C'est ma maman qui dit ça. Ouais, me dit Roi Piu. Ouais, mais il y a forte chance que j'ai l'âge de ta maman. Voire que je sois plus âgé que ta maman. Donc, c'est normal que j'utilise ces vieux mots aussi. J'adore la langue française parce que la langue française, c'est les vieux mots, c'est emberlificoté. Et puis, c'est les nouveaux mots. Streamer. Hier, dans Question pour un champion, une des questions, il fallait trouver streamer. Et dans la question, étaient évoqués certains noms de streamers français comme Zerator, comme Étoile. Donc, c'est ça, la langue française. Une langue vivante, c'est une langue qui s'enrichit en permanence. Donc moi je suis contre les grognons qui disent oh là 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 là, ces nouveaux mots. Voilà, on a une langue, ça se métisse, ça se mélange.
Ça se nourrit. Et pour revenir au mot, l'équipe, une équipe de malades. Alors, une équipe de malades, en général, c'est une équipe qui cartonne. Et là, non, non, ils sont vraiment malades, hein. C'est le 15 de France, c'est du rugby. Et il y a plein cas de Covid, à tel point que le match contre l'Écosse dimanche est vraiment menacé. Voilà, on lira ça. Et on fera un point aussi sur le championnat de foot de Ligue 1. Moi, je ne suis pas un passionné de football, mais je trouve que là, il y a un feuilleton qui est quand même assez passionnant, parce qu'on sait, difficile de dire qui sera le gagnant cette année du championnat, le vainqueur du championnat de Ligue 1. Il y a 4 clubs qui se tirent la bourre et l'équipe nous le résume assez bien. Et c'est pas mal comme programme. Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'on a ce matin? C'est vraiment un joli programme, notamment avec d'excellents articles sur l'actualité internationale. Donc, euh, le français est une langue vivante, il faut la laisser vivre. Mais bien sûr, mais vous avez raison. Voilà. Et je voudrais, je vous passe pas du cirage, mais vraiment, il y a une qualité dans le chat, au niveau des remarques et des interrogations, des questions. Mais quel kiff de vous lire, quoi. Hein, quand je pense que pour certains un peu boomers, Internet, café. C'est vraiment c'est le lieu du grand n'importe quoi. Il y a encore des gens qui pensent ça dans les débats. Parfois, on voit les gens, même des intellectuels. Internet, c'est voilà, c'est n'importe quoi. C'est le monde de la violence, de l'anonymat, etc. Et ben, je suis désolé, voilà, on est sur Internet là. On est sur Internet. Et quand je vois la qualité des commentaires, voilà, vous êtes une super communauté. Je vais parler des Daft Punk. Quelqu'un me dit, tu dois parler des Daft Punk, Loulou. Tu as le droit de m'appeler Loulou, tu m'appelles comme tu veux. Certains m'appellent même Monsieur C. Donc ouais, Daft Punk, on va en parler, bien sûr. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, je voulais vous remercier parce que la commu, elle est top. On a la commu qu'on mérite, c'est tout. Oh, vous êtes trop gentil. Bon, oh là là, arrêtez avec tous ces cœurs, arrêtez. Ah, n'oublions pas les meuporgs. Bon les amis, pour ceux qui sont là pour la première fois, on va attaquer la presse régionale dans un instant, mais entre chaque séquence, comme ça, là on a vu les unes de la presse nationale, et ben il y a une tradition ici, c'est de faire un petit café, parce que le café c'est mon kiff. Je sais les informaticiens, là, les spécialistes, les calés en numérique, ce que je fais c'est fou. J'ai un café au-dessus de mes claviers, de mes écrans, de mes tout. Oui, je sais. Moi, normalement j'ai un thermos à Paris. J'ai oublié mon thermos. Donc là on- qu'est-ce qu'il dit déjà Qu'est-ce qu'il dit déjà Étoile? Il dit on aime le danger, non? C'est ça? Je sais plus. On aime ces trucs. Donc voilà, donc café. On fait des petites pauses café. On aime tellement le café ici qu'il y a même une musique pour le café. Que voici. Bon café à vous, ou tout ce que vous voulez d'ailleurs. Ici c'est free. Hein. Musique du café. Ah, je lisais les commentaires pendant que je buvais mon café parce que mon cerveau se féminise de plus en plus. Vous savez, il paraît que les femmes peuvent faire beaucoup plus que les hommes, plusieurs choses à la fois. Je suis assez d'accord d'ailleurs. Nous, on a un peu de mal parfois. Et là, je me féminise, j'arrive à faire plusieurs trucs. Donc là, j'ai bu mon café et je lisais vos commentaires en même temps. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Et donc, quelqu'un me rappelait l'expression d'Étoile, c'est on vit dans le danger. Donc moi, j'ai fait ça à l'instant avec mon café au-dessus des claviers. Et puis certains me rappelaient une autre expression préférée d'étoiles que je kiffe, se tabasser les boules. Voilà, 9h30 en France sur Internet de manière publique, je l'ai dit, se tabasser les boules. J'adore cette expression. Et quelqu'un à l'instant me demandait aussi, je suis en train de préparer les unes de la presse régionale pour vous, pourquoi les subs ne sont pas ouverts. Subs, ce sont les abonnements à ma chaîne Twitch, parce que tabasser les boules, ça vous a, ça vous a plu ça. Ah ça, quand je dis des bêtises, ça vous plaît. Pourquoi les subs sont pas ouverts? Pourquoi on peut pas s'abonner à ma chaîne? Je pense que je suis un petit peu une exception, d'autant que vous êtes quand même 270 000 abonnés. Parce que c'est un choix que j'ai fait au début, parce que je voulais voir où tout ça nous menait. Je pensais pas qu'il y aurait tant de monde. Et puis peut-être que je suis en train de changer d'avis, peut-être que ça peut être intéressant, peut-être que je vais ouvrir les subs, mais c'est une discussion que j'ai avec mes employeurs, avec France Télévisions, et pour l'instant on est en discussion. Voilà, on y va. Hop, je vous emmène voir la une de la presse en région. Alors, on va découvrir ça ensemble, c'est vraiment totalement interactif. Pourquoi je ne les ai même pas regardés moi ce matin, parce que je me suis occupé des loulous, 4 ans et demi et 1 an, donc le matin quand ça se réveille, ça y va. Donc j'ai pas lu la presse en région, je la découvre avec vous. Et on va regarder ce qui est intéressant. Bon, ok.
Il y a du foot, ok. Tiens, pourquoi cette ferme? Tiens, c'est drôle, cette une du bien public. Alors ça, on est dans la région de Dijon. Je vois la ferme d'Étaules, à Macron. Alors, il y a un sympathique agriculteur au premier plan, avec ses moutons derrière, qui ont une bonne tête aussi. Je lis, la ferme d'Étaules doit accueillir le président de la République aujourd'hui. Bon, ça, donc j'ai encore raté quelque chose. Voilà. Hier, Jean-François Bureau et ses co-gérants étaient en pleine effervescence pour préparer l'événement. Qu'est-ce qui se passe? Macron. Bah, on va regarder, hein. Hop, bougez pas, parce que ça, j'avais pas l'actu, vous l'avez peut-être, vous. Hop, ok. Macron, qu'est-ce qui se passe? Ferme. Un déplacement sur le thème de la culture? Tiens, j'avais pas vu ça. Bon, en même temps, je suis pas à France Info en ce moment. Donc, semaine. Ah, ça. Ah, quelqu'un me dit, parce que normalement, c'est la semaine du salon de l'agriculture. Eh, bien joué. Voilà. Hop, je vous affiche le. J'ai trouvé un petit article de France 3 là. Ils ont des bonnes infos en région aussi. Paf, ici, voilà. Et je vous affiche ce petit résultat. Donc, le président Macron en Côte d'Or ce mardi sur le thème de l'agriculture. Donc, en Côte d'Or, ouais. Oui, Dijon, ça, ok. Dans une exploitation, eh bien, ça y est. Ah, c'est cette ferme qui est en une du bien public, d'accord. Attendu ce mardi. Le ministre de l'Agriculture, voilà. Ah, merci dans le chat, vous aviez raison. Quelqu'un me dit qu'il a croisé, qu'il est dans la région et qu'il a croisé les équipes de sécurité du président hier. Hein, c'est ça que je viens de voir à l'instant. Ouais, c'est intéressant, d'accord. Cette visite de terrain se tient à la période où aurait dû se tenir le salon de l'agriculture, qui représente chaque année un marathon pour Emmanuel Macron, comme chaque président d'ailleurs. Hein. Ok, d'accord. Elle sera une manifestation de l'intérêt, de l'attachement du président à l'agriculture, à la situation des agriculteurs. Ok, ok, on a compris cette actu. Et donc, en une du bien public ici, je vous remets la une. On a donc cette ferme que va visiter le président Macron. McFly et Carlito, ouais, on en a parlé. On en a parlé hier, hein, McFly et Carlito. Je vois la question dans le chat. On continue. Euh, euh, tout. Ok. Ouais. Alors je ne vous montre que, non pas que toutes les unes ne soient pas intéressantes, c'est pas ça, mais que les choses nouvelles, les choses dont on n'a pas parlé encore en actualité, c'est ça aussi, c'est ne pas ressasser sans arrêt les mêmes choses. Voilà. Bon bah oui. Alors ça, on n'est pas dans la région de Nice, bien sûr, mais je pense que ça va faire la une de pas mal de journaux en région. Pourquoi? Parce que d'autres régions pourraient être concernées bientôt. Elle est intéressante, cette une du Courrier Picard. Premier confinement local sur la Côte d'Azur. Nice et le littoral des Alpes-Maritimes, département le plus touché en métropole, vont être strictement confinés pour 2 week-ends au moins. Et pourquoi le Courrier Picard fait sa une là-dessus? Parce que d'autres régions, notamment dans le nord, notamment dans l'est, notamment en région parisienne, pourraient être concernées par des mesures locales, bien sûr. Et donc, voici pourquoi d'autres journaux s'y intéressent. Excellent, j'adore quand l'actualité me donne raison. Le mec est en mode melon. Le Dauphiné libéré, là on est du côté de Grenoble. Qui après Nice? C'est la question. Hein. Est-ce que d'autres villes vont être concernées par des mesures spécifiquement régionales? C'est pas impossible. On lira des articles là-dessus dans la presse nationale, notamment dans Le Parisien ce matin. Le Dauphiné libéré se demande donc qui après Nice. Beaucoup de une sur cette question, j'en étais sûr, de toute façon c'est normal. Le confinement en mode local. Les dernières nouvelles d'Alsace rappellent ce matin que c'est une première en France métropolitaine, le confinement limité à un territoire. C'est vrai. Alors il faut rappeler que du côté de Marseille, il y avait une mesure qui était très mal passée d'ailleurs. Hein, Marseille, où il y avait une décision concernant les bars et les restaurants que pour Marseille. Oh, il y avait une levée de bouclier sur le plan local. Donc, mis à part cette exception, oui, c'est une grande première. Donc, un confinement en mode local. Il concernera les résidents du littoral des Alpes-Maritimes lors des 2 prochains week-ends. Hein. Il y a d'autres mesures, mais c'est la principale. Voilà. Une mesure imposée par une situation épidémique locale catastrophique qui aura valeur de test, comprenez, pour éventuellement d'autres régions. Donc, une des DNA là-dessus. Hop, regardez. C'est pas une sur deux, mais beaucoup quand même. Hein. Confinement local, c'est parti. Je crois reconnaître derrière son masque au premier plan Olivier Véran, le ministre de la Santé, sur la promenade des Anglais. Bah oui, c'est sûrement ça, puisque je crois reconnaître également Christian Estrosi, le maire de Nice, au deuxième plan, toujours avec son masque confinement local. Donc c'est parti. Les Français sont avertis, écrit la Dépêche du Midi. Là, on est du côté de Toulouse, de l'autre côté.
Si le gouvernement veut éviter par tous les moyens un reconfinement général, eh bien il ne s'interdit plus de prendre des mesures de restriction locale, exemple dans les Alpes-Maritimes. On continue la presse en région. Ah ouais, la galère de la pause déj, bah ouais, c'est en mode Covid, tu m'étonnes. Resto fermé, café fermé, donc on mange dehors. Ouais. Mhm. Beaucoup de salariés sont dans l'obligation de trouver des solutions de repli pour déjeuner. Les bancs publics, les voitures sont les abris de ces naufragés, j'adore, de la pause du midi. Voilà. Bon, en ce moment, il fait plutôt bon d'ailleurs, hein. Il fait beau ici d'ailleurs, là. C'est terrible. Je ne sais pas si vous avez une belle météo aussi, mais derrière moi, c'est une tuerie, la montagne. Et puis, il y a une nouveauté que rappelle l'écho républicain. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis une semaine, le ministère du Travail autorise les salariés à manger à leur poste de travail. Depuis une semaine, il est autorisé de manger sur son ordinateur, en faisant attention. Et là, on apprend qu'avant, c'était interdit. Bah ouais, je crois que dans le Code du travail, dans un règlement de ce type, eh bien en fait, une entreprise doit mettre à disposition de ses salariés un local, hein, pour manger, qui peut être une cantine ou un local dédié. Et normalement, on n'a pas le droit de manger sur son poste de travail. C'est plus pour protéger, d'ailleurs, je pense, les salariés dans l'esprit, en leur proposant des conditions décentes pour manger, plutôt que les emmerder, passez-moi l'expression. Et là, depuis une semaine, eh bien, on peut manger. Hein, on peut manger, voilà. On n'est pas des Anglais, on mange à table, merde, me dit quelqu'un. Ah, je vous adore. On n'est pas des Anglais, on mange à table. Ah, laissez-les, les pauvres Anglais, là. Ils ont bien des malheurs. Voilà. Depuis une semaine, donc on a le droit de manger, hein, c'est exceptionnel. Voilà. Oui, il faut un endroit avec table et chaise et de micro-ondes. Voilà, me dit Meltox 9 de quelqu'un qui connaît plus la loi que moi. Voilà. Et s'ils ne proposent pas de locaux, ils doivent donner de l'argent type ticket restaurant. Voilà pourquoi ce stream est intéressant. Parce que c'est pas moi seulement qui vous parle de l'actualité, c'est vous aussi. Voilà, avec plein d'infos et des précisions que vous me donnez. Donc, la galère de la pause déj, tu vois, une un peu anecdotique et en fait qui ne l'est pas du tout, hein, qui renvoie à des choses importantes. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ce matin aussi? Oula, ça c'est des titres un petit peu. Je clique et je me dis qu'est-ce que je vais trouver? Regardez, je vois elle accouche d'un bébé qu'elle n'attendait pas. Là c'était clair. Elle accouche d'un bébé qu'elle n'attendait pas. Alors là c'est un peu intriguant. Et l'histoire est incroyable. Et je sais que ça arrive ça. Regardez. Alexia, donc c'est la jeune femme à gauche là. Le petit garçon, la petite fille sont en pleine forme. Alexia ne s'était jamais rendu compte qu'elle était enceinte. Jusqu'au jour où elle a accouché. Wow. Inattendu, cette naissance fait aujourd'hui le bonheur d'Alexia et de Maxime le papa. Donc c'est pas. Alors certains disent déni de grossesse. Ça semble. Alors est-ce qu'on est dans le déni de grossesse? Parce que manifestement, ils ont l'air très heureux. Donc manifestement forcément une non-volonté d'enfant. Mais je sais que parfois, il y a des grossesses qui se développent de façon un peu étrange et la maman ne présente. Alors, il y a le déni de grossesse, hein, ça c'est autre chose. Mais il ne présente aucun signe clinique de grossesse. Et ben manifestement, voilà. Alors là, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est vraiment pour vous c'est un déni de grossesse? Voilà. C'est le terme scientifique. D'accord, ok. Ouais, bon, étonnant. Bon, en tout cas, à la une de l'Est éclair, cette histoire. Oh là, j'ai presque envie d'aller voir quand même. Si je peux pas vous trouver des infos là-dessus pour voir si cette histoire est un petit peu particulière quand même. Rapide, allez, je me essaie de me dépêcher. J'ai un petit logiciel qui me permet. Alors je sais pas si je suis abonné à l'Est éclair, parce que je suis abonné à plein de journaux. Hein, tu m'étonnes, pour essayer de vous lire un peu. Est-ce que j'ai l'Est éclair? Je vais le savoir en quelques secondes. Bougez pas. Et auquel cas, on ira voir quelle est cette histoire un peu étonnante là. J'aurais pu vous le proposer avant, mais je me suis occupé des enfants ce matin. L'Est éclair. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai. Tac. Je l'ai. On va en savoir un peu plus. Voilà. Donc, elle accouche d'un bébé qu'elle n'attendait pas. Je vous relis. Alexia ne s'était jamais rendu compte qu'elle était enceinte jusqu'au moment où elle a accouché. Inattendu, cette naissance fait aujourd'hui le bonheur d'Alexia et de Maxime, le papa. On va page 16. Et regardez la vitesse de Claire. Tac, page 16. On est page 16. Ignorant être enceinte, elle accouche chez elle. Précision. Le petit Athème, hein, c'est le prénom de l'enfant, a plus que surpris ses jeunes parents. Voilà. Alexia et Maxime, ils sont mignons tous les deux, ils ont l'air très heureux en tout cas, ne s'attendaient tout simplement pas à le voir débarquer dans leur vie. De quoi s'agit-il? Je vous lis l'article rapidement. Hein. Lui, il est éducateur sportif. Elle travaille, ils sont tous les deux salariés. Elle travaille comme caissière. Voilà. Elle fait chaque jour 45 km pour s'y rendre. Donc, elle s'est évidemment jamais arrêtée de travailler parce qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte.
Ta, 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 ta. Alors, elle explique. Je cite, je n'ai jamais été malade. Je n'ai jamais consulté un médecin durant plusieurs années. Ah, ok. Mon cycle menstruel n'a pas été modifié. Donc, pas de test de grossesse, parce que la jeune femme continue à avoir ses règles, manifestement. La veille, je faisais encore la fête avec des amis. Bon, on espère que c'était une fête pas trop quand même. Hein. Euh, le jour de la Saint-Valentin, bon, c'est quoi cette histoire? Le jour de la Saint-Valentin? Non, le jour de la Saint-Valentin, donc Alex, c'est incroyable. Alors là, là on a le gros lot là. Le jour de la Saint-Valentin, Alexia a subitement ressenti de fortes douleurs dans les reins. J'ai appelé ma copine Léa pour qu'elle me conduise aux urgences. Au moment de partir, j'ai senti le besoin de pousser. Mon ventre s'est mis à grossir. Et à ma grande surprise, je me suis allongé sur le sol, au beau milieu du salon. Léa m'a rassuré, m'a dit à plusieurs reprises de pousser. Ça s'est passé très vite, guère plus de 5 minutes. Cette histoire de malade. Entre le moment où elle a compris qu'elle était enceinte, c'est comme Jésus me dit ses bras sopis. Voilà. Entre le moment où elle s'est rendu compte qu'elle était enceinte et le moment où elle a couché, 5 minutes les amis. Voilà. L'arrivée du bébé à 8h08 n'a pas seulement étonné cette dernière. Pour autant, malgré sa grande surprise, Maxime, le conjoint, est resté très calme. Au fait, t'es papa, hein, chérie, depuis 5 minutes, voilà, tu le savais pas, je le savais pas, moi non plus. Il a rapidement appelé les sapeurs-pompiers qui sont venus très très vite. Ils ont été tous les deux, la maman et le bébé, transportés à la maternité de Troyes. Le docteur, vous aviez raison, le docteur m'a dit qu'il s'agissait d'un déni de grossesse, un phénomène très rare. Notre fils Athème, presque 3 kilos, hein, 2,990 kg, c'est un très beau bébé, 48 cm, est devenu une star à la maternité. Les soignants sont venus, m'ont posé beaucoup de questions, tu m'étonnes. Voilà, voilà. Mais voilà, bon, mais il y a voilà. Bon, c'est un déni de grossesse, c'est incroyable. Et vous sembliez beaucoup plus au courant que moi de cette possibilité. Donc moi je pensais que le déni de grossesse, c'est quand quelque part la femme savait qu'elle était enceinte et qu'elle se refusait à cette idée, elle bloquait tout, hein, psychiquement, et du coup il n'y avait pas de transformation au niveau de son corps. Et je ne savais pas, eh bien que dans ce cas qui semble être, c'est pas un refus d'enfant, eh bien, on pouvait avoir une grossesse qui se développait, 3 kilos l'enfant, hein, mais sans que la maman se rende compte. Bon, écoutez, ouais, la presse en région. La presse en région, c'est plein de choses. Hop, je reviens sur. Tac. La presse en région, c'est plein de choses. De l'actualité nationale, de l'actualité internationale, il y a aussi des choses très intéressantes, et des histoires assez étonnantes comme ça, parce que ça nous permet d'aller. Hein, moi, j'ai pas vu cette histoire dans le Parisien, dans Libération, dans le Figaro ce matin. Bon, hop, on revient à la une de la presse en région. Alors ça, c'était vraiment une grosse surprise, cette une. Ah, ça aussi, regardez, il a survécu au Covid. Oh, bah, ah oui, j'allais dire, il est tout jeune, ce maire. Donc ça n'est rien, mais non. L'Est républicain, il a survécu au virus, plongé 7 jours dans le coma. Christopher Varin, 34 ans, jeune et nouveau maire de Varangéville, a survécu au Covid. Il témoigne. Eh bien, chapeau, monsieur. 7 jours dans le coma. Euh, ok. Et on a beaucoup de choses étonnantes en une de la presse en région ce matin. Oui. Ok. Tiens, encore le nuage du Sahara, c'est drôle. Hein, ce phénomène météo, j'ai l'impression qu'on le voit de plus en plus souvent en France. Hein, les particules de sable du Sahara qui viennent jusqu'à nous par les vents. Et manifestement, les Pyrénées-Orientales, puisqu'on avec l'indépendant catalan, viennent de vivre à nouveau le phénomène. D'ailleurs, un matin comme ça, beaucoup de départements en France étaient concernés. Vous m'aviez envoyé plein de photos. On avait vu ces photos assez hallucinantes de ciel totalement jaune. C'était vraiment intéressant. Euh, ouais. Mhm. Ouais. Cette une m'interpelle. L'indépendant du Louhanais et du Jura. Le handicap, un frein à l'emploi. Le handicap, un frein à l'emploi. C'est vraiment une question. C'est vraiment une question. Le handicap, un frein à l'emploi. On sait que notre société n'est pas inclusive, hein, n'intègre pas les personnes handicapées. On sait qu'il y a des efforts. On va dire qu'on fait de plus en plus d'efforts, mais on est très loin euh, de d'inclure
les personnes en situation de handicap qui sont pourtant très nombreuses dans notre pays. Et alors même qu'on sait que le marché du travail, l'emploi, est la meilleure façon d'insérer quelqu'un dans notre société. Donc le handicap a frein à l'emploi. Je pense que l'indépendant du Louhanais et du Jura est faussement naïf, mais évidemment, ça l'est. Et c'est à déplorer, c'est à critiquer. Et il faut bosser là-dessus. Ok, on continue. Pardon pour ce petit coup de gueule. Ouais, bon, ok. Loulou. Mais oui. Bah c'est normal. Midi libre. Montpellier. Voilà. Je lis un petit peu les commentaires. Voilà. Voilà, ma soeur, Ogi, ou Oji, pardon, ma soeur handicapée visuelle a énormément de mal à trouver du travail malgré un bac plus 5. Vous voyez, c'est un. Notre société est l'une des plus inclusives au monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts, mais je dis qu'on est loin de ce qu'on devrait faire. Voilà. Ma soeur handicapée visuelle a énormément de mal à trouver du travail malgré un bac plus 5. Voilà. Alors évidemment, bon bah, certains estiment que c'est facile ce que je dis. Hein, Kefa 813, moi j'accepte ton propos. Tu as le droit de penser ce que tu veux et en plus tu l'exprimes très correctement. Tu dis il pète des portes ouvertes. Oui, ouais, oui, effectivement, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Mais je pense que plus on enfoncera de portes ouvertes et plus on mettra la pression sur nos gouvernants pour faire avancer la situation et plus ça se débloquera. Donc enfonçons ce genre de porte ouverte, même ensemble avec toi si tu veux. Tiens. Alors je pète des portes ouvertes, mais on me dit quand même dans le chat, j'ai dû mentir sur mon handicap, sinon je passais même pas l'entretien. Voilà. Ouais, ouais. Mon ancienne société a refusé un mi-temps, me dit Limoges, un mi-temps thérapeutique m'a poussé à la sortie via un licenciement pour inaptitude physique. Voilà. Ouais. Ma maman travaille. Zoé, il y a plein de consonnes, je vais pas lire ton pseudo, hein. J'essaye. Zoé, un truc comme ça. Magnifique pseudo. Ma maman travaille dans l'insertion professionnelle des déficients intellectuels. Aujourd'hui, 0,6% des entreprises standards accueillent des déficients, alors qu'on estime que les mêmes entreprises pourraient accueillir jusqu'à 6%. Donc pour rebondir sur le commentaire tout à l'heure, il n'est pas impossible que j'enfonce des portes ouvertes. Mais tu sais quoi, ça me fait... Tiens, ça me fait super plaisir de les enfoncer. Et puis, hein, voilà. Il y a des commentaires vachement intéressants. Je ne lis pas tous vos témoignages sur le handicap et le travail, mais c'est intéressant. Je reviens à la une du Midi Libre. Euh, Montpellier, donc. Loulou, Loulou, c'est qui Loulou? C'est Louis Nicolin, c'est pour ça que c'est la une de Montpellier. Hein, mythique entraîneur de football. C'est ça, hein, Loulou. Putain, j'ai un doute. Louis Nicolin, je suis tellement nul en foot. Allez, on y va. Louis Nicolin, c'est parti. Oh là là, Samuel Etienne, le football, la honte. J'en sais un minimum pour pas raconter trop de crack à l'antenne, mais je suis tellement mauvais. Hein, je sais qu'il est mort il n'y a pas longtemps. Alors c'est quoi son parcours? Tac, on y va. Toc, toc. Louis Nicolin, il est là. Donc je sais qu'il est parti il n'y a pas longtemps. Euh, mort en 2017, j'aurais dit plus tôt. Entrepreneur français, dirigeant du groupe Nicolin, voilà, figure montpelliéraine emblématique, président du Montpellier HSC de 74 jusqu'à sa mort. C'est pour ça qu'on est vraiment avec une figure du monde sportif, d'où cette une qui nous dit quoi qu'il aura son musée. Les fabuleuses collections, c'est vrai que je sais, il a accumulé des collections de maillots notamment, mais pas seulement, de plein d'objets en lien avec Montpellier, avec le sport et avec le football. Eh bien, ces fabuleuses collections, aujourd'hui conservées dans un endroit, eh bien, seront visibles du grand public pour le grand public en 2024 ou 2025 dans le futur stade à quoi? Pérols. Son fils Laurent évoque pour la première fois le projet. Ok. C'est la une du Midi Libre, on est à Montpellier, tout ça est logique. Qu'est-ce qu'on a encore? Nice matin, bah oui, alors ça, s'il y a une qu'il faut lire ce matin en presse en région, c'est bien sûr Nice, totalement concerné par ces dernières mesures sanitaires annoncées hier à la mi-journée par le gouvernement, donc un confinement que pour les Niçois, que pour les habitants de la région le long du littoral, confinement pour les 2 prochains week-ends. Oh, le monsieur il s'arrache les cheveux là, confiné le casse-tête. Elle n'a pas été un peu jouée cette photo quand même, parce qu'elle est vraiment parfaite. Le détail des nouvelles mesures sur la Côte d'Azur, d'accord ou pas, les Azuréens doivent s'adapter. On détaillera ces mesures tout à l'heure dans la presse nationale. On continue, paf. Ok, ah bah voilà. Maintenant je sais de quoi je parle puisqu'on s'est interrogé tout à l'heure. Beaucoup de
d'articles sur la situation paysanne en France, puisque on est dans la semaine où aurait dû se tenir le salon de l'agriculture. Évidemment, ça n'est pas possible. Donc une de Ouest France, la Bretagne, c'est une terre bien sûr agricole, notamment ces agriculteurs sans cesse contraints de s'adapter. Qu'écrit le journal à ce propos? Hop, je zoome un petit peu. Le monde agricole français s'est profondément transformé en quelques décennies, c'est vrai. Ces changements vécus au plus près par André Pochon, c'est le monsieur au premier plan, 89 ans, il les fait pas, hein. Défenseur d'une agriculture durable, et par la famille Legrand, qui produit du lait depuis 4 générations dans sa ferme du Calvados. Toc, ça c'est la une de Ouest France ce matin. Confinement juste le week-end ou toute la semaine à Nice? Je te confirme, confinement que le week-end, que 2 week-ends. Alors, certains s'interrogent ce matin pour savoir si ce sera suffisant. Mais bonne question. Ouest France, c'est pas qu'à la Bretagne. Ouais, ça déborde un peu. Ouais. C'est pour localiser, hein. C'est pour dire que c'est pas Nice, que c'est pas le Nord. Alors, si à chaque fois il faut que je donne exactement la zone géographique, oh là là, tu dois pas être facile toi à la maison. Ah non, non, les yaourts vanille c'est au deuxième étage là du réfrigérateur. Non, non, là ça c'est pour c'est au chocolat. Non, il faut pas que ça dépasse. Sérieux quoi, sérieux, hein. Non. Attends, la Bretagne, la West France, c'est pas que la Bretagne. Oui, c'est vrai. Oh, allez, on va lui faire plaisir à l'ami des yaourts là. Excuse-moi, je me moque facilement, mais si je peux pas dire que Ouest France c'est un journal breton, franchement, si on n'a plus le droit à ce genre d'approximation, mais je vais passer ma vie à prendre des précautions de langage, quoi. C'est ça que je veux dire. Allez, Ouest France, allez pour te faire plaisir. Ouest France. Alors, Ouest France est un quotidien régional français édité à Rennes. Bon, Rennes, c'est où? C'est Rennes. C'est en Bretagne. Vendu dans les régions de l'ouest de la France. Bah oui, c'est vendu sans doute un petit peu en Loire-Atlantique aussi. Ainsi qu'à Paris. Il est aussi vendu à Paris, d'accord. Mais où est-ce qu'il est lu principalement, Choupitou, hein? C'est en Bretagne, oui. Alors un petit. Ah, mais t'es peut-être un habitant de Nantes ou de la Normandie, voilà. Mais voilà, pardon, je m'excuse parce que la vanne était facile. Voilà, la vanne était un peu facile. Je me suis laissé aller. Pardon. Donc le journal de l'Ouest, on va dire. Voilà. Ah, désolé, j'aurais pas dû me moquer. Elle était facile la vanne sur le frigo. La fin des cambriolages, qu'est-ce que c'est que cette une? Ah, il y a des titres, ils sont forts quand même, hein. Il y a des titres, hein, t'as envie de lire, hein, t'as envie de lire. Et parfois t'as envie de lire parce que c'est intéressant. Souvenez-vous là, le déni de grossesse qu'on a vu tout à l'heure. Le petit bleu d'Agen, domicile, la fin des cambriolages. Qu'est-ce que c'est que ça? Le nombre de cambriolages est en baisse continue depuis 4 ans. Alors moi, je sais que pendant la crise sanitaire, les cambriolages ont énormément baissé. Les gens sont chez eux. C'est beaucoup plus difficile de cambrioler. Mais je ne savais pas que c'était le cas depuis 4 ans. Le Petit Bleu d'Agen nous le dit. Alors le Petit Bleu d'Agen, donc c'est un journal a priori dans la région d'Agen. A priori, ça déborde peut-être un peu. Je dis ça pour le monsieur tout à l'heure, hein. Ça déborde peut-être un chouïa, hein, mais ça s'appelle le Petit Bleu d'Agen. Voilà. Donc, je dis ça juste pour pas me faire engueuler. Donc ça baisse depuis 4 ans de manière plutôt impressionnante. Mais pour les habitants de Lagenais, le ressenti est quelque peu différent et nombreux adhèrent à différents systèmes pour se protéger. La fin des cambriolages, tiens, c'est étonnant ça. En tout cas, ça baisse depuis 4 ans, ça je ne le savais pas. Bon, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, là il y a un travail sur des chantiers, des rocades, tout ça je vous raconte pas tout quand même, hein, sinon on va y passer la journée. Mais où sont les lingots? Oh, il y a plein de titres accrocheurs ce matin. Presse Océan, dans la région de Nantes. Par là, ça déborde peut-être un petit peu. Mais où sont les lingots? Ah, c'est l'affaire Troadec. Ah, c'est le. Ouais. Il y a 4 ans débutait l'affaire Troadec, accusé d'avoir tué 4 membres de cette famille. Hubert Kawi Saint continue d'évoquer un mystérieux magot. Bon, on reviendra une fois sur cette histoire parce que là, on n'a pas fini. Bon, ça, on en parlait hier. J'ai été surpris hier par le nombre de unes de la presse en région sur cette polémique sur les menus sans viande, puisqu'à Lyon, la municipalité écologiste a décidé, pour des raisons, c'est ce qui est avancé, hein, pour des raisons parce que c'est plus pratique. Des menus sans viande, donc pas sans protéines, mais avec du poisson et des œufs. Pourquoi sans viande? Parce qu'en fait, ils ont décidé de mettre un menu unique. Parce que comme en situation sanitaire, c'est plus simple de faire un menu unique plutôt que plusieurs menus, ils ont décidé un menu sans viande. Pourquoi? Parce que parmi les enfants, il y en a beaucoup qui ne mangent pas de viande.
Donc, quand on fait un menu unique, bah, ils se sont dit, bon, bah, c'est assez logique, on fait un menu sans viande avec du poisson et des œufs, parce que c'était plus pratique pour eux. Oh là, la levée de bouclier. On a vu hier ensemble une ribambelle de une là-dessus, ça polémique de partout. Alors, c'est vraiment une polémique politique, hein, puisque c'est une municipalité écologiste. Alors, il y a plusieurs élus qui sont tombés dessus à bras raccourcis sur cette décision. Des représentants du monde agricole aussi, bah oui, pas de viande à la cantine, pas de viande à la cantine. Voilà. Donc comment on en est arrivé là, cette polémique? Je vous lis donc les quelques mots du Progrès de Lyon, dans la région de Lyon, à peu près à la louche, hein. Éleveurs en colère devant la préfecture, pluie de réactions nationales et locales, et finalement retour annoncé de la viande à la cantine. Ah bon? Ah bah j'ai loupé un truc. La viande est revenue. Ah bah ça y est, bah, voilà. La viande est revenue. Voilà. La viande, finalement, ils sont revenus en arrière. Bah, comme quoi, c'est fou, hein, la polémique. Viande, viande Lyon. Oh là là, vous aviez l'info, vous? Il y a certains qui disent victoire dans le chat. Viande Lyon. Elle est revenue. Voyons. Ok. Effectivement, ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit recul là. Ta 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 ta. Ouais. Ouais, alors l'article que je suis là, il est pas. Ouais. Est-ce que vous avez l'info ou quoi sur. Voilà. L'ancien maire avait pris la même mesure, mais là, comme c'est les Verts, ça crée la polémique. Besoin C'est de très rafraîchir bien. vos vêtements Oh là entre là, deux excusez-moi. lavages, essayez Fibresse La Textile au pub. parfum Lénore. Testé Faut baisser la pub. dermatologiquement, sa formule La à pub, base d'eau c'est fou éliminant ça. toutes. Merci les sites d'infos, quoi. Effectivement, c'est très bien résumé, puisque Gérard Collomb avait pris la même décision du menu unique sans viande, et ça n'avait provoqué aucune polémique. Mais là, c'est une municipalité écologique, donc voilà, bon, on viendra là-dessus. En tout cas, ça continue. Comment on en est arrivé là? Explique le Progrès de Lyon ce matin. Pof, on continue. Alors, à qui le tour? Eh ben, je crois que c'est une interrogation toujours sur le confinement de Nice, hein, pour 2 week-ends. À qui le tour? Quels seront les prochaines régions ou les prochains départements concernés? Ceux de la Provence, hein, du côté hein, de Marseille. Ça, je tiens une vanne, je ne vais pas la lâcher pendant tout le stream. On continue. Hmm. Pourquoi une amende record pour Cdiscount? Tiens. Euh, Défaut d'information aux consommateurs, nous dit Sud-Ouest. Le numéro 1 français, dont le siège est à Bordeaux, vient d'être condamné à une amende de près d'1 million d'euros. Daft Punk, je vais en parler bien sûr, les amis, vous inquiétez pas. Voilà, vous demandez beaucoup de Daft Punk ce matin. C'est juste que là, on est avec la presse régionale, donc ils n'ont pas trop mis de Daft Punk, mais c'est à une de Libération ce matin. Si tu restes avec nous quelques minutes, on vient de commencer, hein. Ah, quoi qu'il est déjà 10h. Eh bien, on va parler de Daft Punk, bien sûr. Amende record pour Cdiscount, 1 million d'euros pour défaut d'information aux consommateurs. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Cdiscount. J'avais pas l'info. Hop, on va voir ça ensemble. Je vous mets sur l'excellent site franceinfo.fr. Tac. L'amende administrative de 986 432 euros infligée fin 2020 pour défaut d'un récapitulatif de commande concernant l'abonnement Cdiscount à volonté. Ok, c'est une histoire de manque d'information. C'est la direction départementale de la protection des populations qui a infligé cette amende énorme quand même, hein. Ok. L'amende porte sur un abonnement d'1 an permettant aux internautes d'avoir des frais de livraison gratuits. Tiens, ça me rappelle un autre système, ça. Une formule était payante d'emblée au prix de 29 euros, permettait aux internautes d'avoir un récapitulatif de leur commande, mais une autre formule, offre portant sur une période d'essai gratuite pour le même service et qui devenait payante au bout de 6 jours en cas de non-désistement, ne fournissait pas aux consommateurs un récapitulatif de leur commande, et manifestement c'est tout simplement une obligation légale, d'où cette amende salée, hein. Voilà, on peut le regretter, mais on peut se dire aussi qu'en France il y a des garde-fous pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Allez, on touche à la fin de la presse en région, ça veut dire qu'on va approcher notamment de Daft Punk, et pas seulement, il y a des choses dans l'actualité internationale totalement passionnantes ce matin. Hop, l'Union de Reims. La promenade des Anglais n'a jamais été autant à la une, hein. Regardez cette image, il n'y aurait pas les masques, on penserait vraiment que ce serait l'été, il y a quelques années. Bon, mais là, les masques nous disent que la photo a été prise quand même récemment. L'Union dans la région de Reims, le confinement
local testé à Nice. Week-end sous cloche, c'est la une de Var Matin. Oh là là, Dunkerque après Nice. Pour ce reconfinement local, se demande la Voix du Nord. Vosges Matin, également sur cette décision des autorités d'un reconfinement local provisoire pour 2 week-ends. Voilà, on voit, intéressant, la une des unes de la presse en région ce matin, ça nous a permis de voir qu'il y avait vraiment beaucoup d'interrogations autour de cette décision de reconfiner localement pour 2 week-ends la région de Nice. Et puis on a vu des histoires assez incroyables comme ce déni de grossesse. Les amis, il est 10h, on a passé les unes de la presse nationale, on a vu, pour ceux qui n'étaient pas là aux alentours de 9h, 9h15, on a vu les unes de la presse nationale, on a vu les unes de la presse en région, maintenant on va revenir à la presse nationale pour détailler un petit peu les articles, et ils sont assez passionnants, notamment beaucoup d'articles mais tellement intéressant sur l'international. On a vraiment des sujets hyper sympas. Pour ceux qui nous rejoignent, là, vous avez manqué que la presse régionale, donc on va pouvoir repartir à l'assaut de la presse nationale. Juste après ce café, musique du café. Je vois quelqu'un à l'instant dans le chat qui me disait changement de décor. Bah alors, t'étais pas là hier, t'étais pas là avant-hier, t'étais où? Je suis à la montagne. Et oui, je suis un privilégié. Je le sais, je suis un privilégié. Voilà, ma famille avait vraiment avait très envie de s'aérer, donc on a trouvé une petite loque pas chère à la montagne. Il n'y a pas de remontée mécanique, on s'en fiche. On respire. Je prends plus mes médicaments pour l'asthme. Dès que je quitte Paris, c'est marrant, je respire mieux. C'est bizarre, hein, c'est très bizarre, hein. Dès que je quitte Paris, j'ai plus besoin de prendre mes médicaments pour lutter contre la pollution atmosphérique. On se demande pourquoi. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que pour ceux qui n'ont pas admiré la vue, les amis, je vous emmène. Bon, j'ai beaucoup de chance, je le sais. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de vacances. Je voulais me faire plaisir. Vous inquiétez pas, la caméra va mettre un petit peu de temps à se régler. Mais il y a un moment où vous allez admirer. Bon, là, c'est blanc, hein, c'est blanc parce qu'il y a un soleil de malade. Ça nous a fait le coup hier. Il faut que la caméra s'acclimate un peu. Petite caméra. Voilà. Regardez ce kiff. Voilà, je voulais le partager avec vous. Je me suis mis avec la fenêtre derrière moi pour que vous puissiez en profiter. Mais il y a une telle luminosité évidemment que bien la caméra compense. Sinon vous ne me verriez pas. Ce serait pas forcément dommage d'ailleurs. Mais quand vous voyez ce panorama, là je pense que ce serait quand même plus sympa de voir ça. Mais voilà. On peut pas. Ma petite caméra. C'est pas une c'est du petit matos que j'ai. Hein. Attention, c'est moi, attention. N'importe quoi. Hop, je vous remets ça. Voilà, je voulais partager ça avec vous pour ceux qui n'avaient pas vu le panorama quand je vous l'ai montré aux alentours de 9h du matin. Bon, ça, je suis toujours là, j'ai cadré correctement. Bon, ça c'est bon, ça a changé la valeur de plan là. On voit plus. Attendez, je vous corrige ça. Ouais, c'est bon, allez hop. Toc. Faut streamer du balcon. Moi, c'est ça. Et puis que il fait beau, mais il fait froid. Hein. Il faut lui. Faut streamer du balcon, mais ça va pas, non? Bon, les amis, le trêve de Bill Vezet. À 10h55, je vous abandonnerai parce qu'à 11h, je donne une interview à des journalistes pour parler de Twitch. Alors, je ne sais plus combien d'interviews j'ai donné pour parler de Twitch depuis 2 mois. Je ne sais plus. Je ne comprends pas. Je pensais avoir parlé à tous les journaux de France. Et ça continue. Et j'ai pris une grande décision ce matin parce que ça me prend trop de temps. Je vais arrêter de donner des interviews pour parler de Twitch parce que je pense que tout le monde a compris. Et puis ça n'arrête plus. Je raconte toujours les mêmes choses. Et c'est normal d'ailleurs. Hein. C'est toujours les mêmes questions, donc c'est toujours les mêmes réponses. Je ne vais pas inventer à chaque fois des nouvelles idées. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de donner des interviews pour parler de Twitch. Je vais honorer toutes les propositions qui m'ont été faites et qui m'ont été rapportées notamment par France Télévisions. Je vais les honorer et après je vais arrêter. Je vais arrêter parce que ça me prend trop de temps. Et puis je raconte toujours les mêmes choses et à un moment vous allez vous rendre compte et c'est encore Samuel Etienne qui va nous parler de Twitch. Mais j'en peux plus quoi. Donc vous avez raison, ça commence à faire beaucoup. Donc on va arrêter bientôt. Quelqu'un me disait à l'instant dans le chat, le monde d'aujourd'hui a l'air passionnant. Mais si tu savais, mais t'as tellement raison. On y va, le monde, c'est parti. Ah oui, je vous disais qu'à 10h55, donc je vous quittais.
On fera un petit raid, bien sûr, parce qu'à 11 heures, interview. Europe, les dirigeants face à la lassitude des opinions. Bon, c'est le constat qu'il n'y a rien de révolutionnaire, mais qu'il faut faire qu'après un an de pandémie, le sentiment de défiance envers le pouvoir s'avère assez fort dans pas mal de pays, mais plus fort en France qu'au Royaume-Uni, qu'en Italie, qu'en Allemagne. Pourquoi? On lira un petit éditorial sur cette question tout à l'heure. Mais ce qui m'a surtout intéressé ce matin, c'est une série de papiers, d'articles. Un papier, c'est un mot de notre jargon journaliste, de papier, mais passionnant sur des trucs à l'étranger. D'abord, l'inextinguible colère des Birmans. Regardez cette photo comme elle est magnifique. On est à Rangoon le 21 février, c'était il y a 2 jours, avec ce rassemblement pour protester contre le coup d'État militaire. Regardez la beauté de cette photo. Voilà. Mouvement pacifiste, mouvement de protestation contre la dictature, contre les militaires, contre la junte, après son coup d'État. Regardez la beauté de ce... Ah, je suis con. J'avais pas mis la scène. Merci les amis. Heureusement que je vous lis. Regardez cette photo. Voilà. Et regardez ce signe là avec les 3 doigts. Regardez ce signe avec les 3 doigts là. Je le fais très mal. Vous voyez le signe qu'ils font tous. Voilà. Et là vous vous dites, c'est Hunger Games. C'est Hunger Games. Ouais. Eh ben c'est Hunger Games. Ils sont allés chercher ce signe de rassemblement dans Hunger Games. C'est le signe de Hunger Games. C'est un de leurs signes de rassemblement. Alors on y va. En dépit de la répression qui a fait 3 morts, les manifestations se poursuivent en Birmanie contre la junte militaire. Ni les 2 morts de Mandalay, tués par la police samedi dernier, ni la promesse d'élections libres et justes dans un futur indéterminé, ni les mises en garde adressées aux jeunes manifestants risquant de mourir, rien n'y fait. 3 semaines après le coup d'État militaire du 1er février, la colère des Birmans ne faiblit pas. La Birmanie est debout, écrit le correspondant du Monde dans la région, qui s'appelle Bruno Philippe. La Birmanie est debout, dressé comme un cobra furieux contre les hommes en vert, couleur de l'uniforme des officiers de la Tatmadaw, les forces armées birmanes. Des centaines de milliers de personnes ont encore défilé en fin de semaine, bravant policiers et militaires en position dans les rues, se gaussant des menaces du nouveau pouvoir, défiant la junte, dédaigneuse des risques encourus. La Birmanie, décrite jadis par l'écrivain britannique Rudyard Kipling, tu seras un homme mon fils, tout ça, comme un pays à nul autre pareil, continue de mériter sa réputation en ayant repris le pouvoir qu'ils avaient longtemps confisqué. On va rappeler que la dictature de la junte militaire, c'est 1962-2011. Eh bien, les généraux ont provoqué chez les Birmans, qui détestent l'armée depuis toujours, un mouvement de rejet sans précédent dans l'histoire moderne post-coloniale. C'est énorme ce qui se passe actuellement en Birmanie. Et maintenant, et la suite, qu'est-ce qui va se passer? Ah non. La Birmanie n'existe plus, c'est Myanmar. Non. Le débat sémantique sur Myanmar. Myanmar, pour moi, ça n'engage que moi, c'est le nom donné par la junte militaire à ce pays. Voilà. Et donc reprendre ce mot pour partie, c'est un peu plus complexe que ça. C'est accepter que ce soit les militaires qui dirigent ce pouvoir. Donc moi je reste sur Birmanie. Voilà, mais on va pas développer ce débat-là. Voilà. Donc oui, ça s'appelle officiellement Myanmar. Mais vous constaterez que la plupart des capitale occidentale, notamment la France, parle de la Birmanie, justement, parce que ça n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Accepter ou pas, c'est factuel, c'est eux. Oui, alors, accepter ou pas, c'est factuel, c'est eux. Oui, alors je te rappelle que le Cambodge, sous la dictature de Pol Pot, avec les millions de morts, s'appelait le Kampuchéa démocratique. Voilà. Kampuchéa démocratique, dans un régime qui n'avait rien de démocratique. Alors je suis désolé, mais à l'époque, parler du Cambodge et pas parler du Kampuchéa démocratique, c'était une décision, c'était une vision politique de la chose. Et ceux qui refusaient de parler du Kampuchéa démocratique et préféraient parler du Cambodge, c'est parce que justement, c'est les gens qui avaient compris que ce régime ne tournait pas rond. Donc, ça n'est pas accepté en fait. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument. Désolé de m'être resté mis en colère. D'ailleurs, on voit ici que Le Monde parle de la Birmanie et ils ont bien raison. Je suis d'accord avec Le Monde. Après, tu as le droit de ne pas être d'accord, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est ça la question qui est importante. À l'étranger, les condamnations du coup d'État et de ses conséquences se multiplient. Les États-Unis, le Japon, Singapour, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France ont réagi au débordement policier. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent se rencontrer. Alors lundi,
Là, on est mardi, mais Le Monde est un journal qui sort la veille, même s'il est publié, même s'il est daté du lendemain. Donc le journal de mardi, Le Monde, a été publié lundi, dans l'après-midi, et donc n'avait pas eu les infos de cette réunion. Qu'est-ce qui va... Oui, République populaire de Chine, c'est pareil. Hein, tu ne dis pas la République populaire de Chine, tu dis la Chine, parce que République populaire de Chine, c'est quelque part accepter le régime politique qui est. Je vois que vous êtes sur ce débat. Désolé pour la colère, mais parfois je ne suis pas d'accord avec certains propos. Et on a le droit de ne pas être d'accord d'ailleurs, du moment qu'on l'exprime correctement. Et c'est ce que vous faites. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Un pouvoir militaire qui a fait un nouveau coup d'État, une population dans la rue, pacifiste, bousculé, parfois au-delà. On a parlé des 3 morts. Une communauté internationale qui condamne, mais qui condamne, ce sont des mots. Qu'est-ce qui va se passer? On va suivre. On va en Colombie. Article incroyable. Incroyable. J'ai appris un truc complètement fou et qui fait froid dans le dos. L'armée colombienne. Alors la Colombie, c'est un pays qui a été dévasté par des années de guerre civile. Hein. Les autorités, la guérilla, les milices d'extrême gauche, d'extrême droite aussi. Ça a donné un champ de bataille pendant très longtemps. Et là, c'est l'armée colombienne qui est accusée d'avoir tué 6402 civils entre 2002 et 2008, qui n'avaient rien à voir avec des combattants. 6402, c'est une estimation basse. C'est incroyable cette histoire. C'est le premier rapport de la juridiction spéciale pour la paix, en Colombie donc, qui se penche sur les faux positifs. Alors faux positifs, ça nous emmène nous vers le Covid, et là c'est autre chose. Faux positifs, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est complètement incroyable. Les magistrats de la juridiction spéciale donc pour la paix, la JEP, ont rendu un premier rapport concernant les personnes illégitimement présentées comme tuées au combat par les agents de l'État. Ce sont ça les faux positifs. Le document affirme que 6402 civils, au moins, certaines estimations parlent de 10 000 personnes, ont été assassinés par les forces armées du pays entre 2002 et 2008. Phénomène macro-criminel, c'est ce que dit la commission en question. Les faux positifs, c'est quoi? C'est le nom donné à ces assassinats de civils par des militaires soucieux de faire du chiffre. J'ai un choix à faire entre aller en cours de droit administratif ou continuer de t'écouter. Les études, c'est plus important. Les études, c'est plus important, je pense. Même si on est content de t'avoir avec nous. Les faux positifs, c'est le nom donné à ces assassinats de civils donnés par des militaires soucieux de faire du chiffre. Phénomène macro-criminel. J'ai dit macro comme macroéconomie. Macro-criminel. Certains sont partis sur autre chose là. Je suis franco-colombienne, merci de parler de cet article, mais tu m'étonnes. Selon la JEP, donc 78% des faux positifs commis pendant le conflit armé l'ont été entre 2002 et 2008 lorsque Álvaro Uribe, le président Uribe, était au pouvoir. Vous allez voir, plus on avance dans l'article, plus c'est fou. Créée par l'accord de paix de 2016, la JEP, donc la commission d'enquête, là, a vocation à faire la lumière sur les crimes de guerre commis pendant un demi-siècle de conflits armés et à juger leurs auteurs, qu'ils soient ex-guerrilleros, qu'ils soient militaires, qu'ils soient fonctionnaires ou civils. Donc c'est des enquêtes tous azimuts. D'ailleurs, en janvier, ce tribunal avait inculpé 8 anciens chefs guerrilleros pour crimes contre l'humanité en raison de 21 000 enlèvements qui avaient été commis par les FARC, les forces révolutionnaires armées de Colombie. Mais là, c'est l'armée qui est visée. On parle d'au moins 6 402 morts. À titre de comparaison, rappelle Le Monde, le nombre de personnes disparues pendant les 17 ans de la dictature du général Pinochet, ça n'est que, entre guillemets, 3100 personnes. Et là, on mesure le côté macro-criminel évoqué par cette juridiction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on en vient au cœur du truc. C'est pour gonfler le résultat opérationnel que les soldats colombiens ont eu recours aux faux positifs. Parce que le président Uribe avait mis en place un système de primes, de récompenses aux unités et à chacun des soldats en fonction du nombre de guerrilleros tués au combat. Là, c'est des gens objectifs, genre objectif d'entreprise, quoi. Tu as atteint ton objectif tu as augmenté ton chiffre d'affaires de temps, pof, tu as la prime. C'est ça qu'ils ont fait dans l'armée colombienne. Sauf que la prime, tu l'avais quand tu avais tué un certain nombre de guerrilleros. Pour arriver au résultat, eh bien, certains soldats allaient tuer des civils innocents, et ça faisait du chiffre, et ils avaient leur prime. C'est ça l'histoire. Explication. La politique, bon ça je l'ai dit, il y a des soldats qui ont tué des civils pour obtenir un week-end de permission.
C'est Jacqueline Castillo qui est présidente d'une association de mères de victimes. Il y a des soldats qui ont tué pour avoir un week-end de perme. Le scénario précis s'est répété partout dans le pays. Des recruteurs promettaient à des jeunes de quartiers misérables un travail en province. Des recruteurs promettaient à des jeunes dans des quartiers défavorisés un travail en province. Ces derniers partaient et ne revenaient jamais. Quelques semaines, parfois quelques jours plus tard, leur famille était informée qu'ils avaient été abattus en plein combat. Des handicapés mentaux, des jeunes paysans ont aussi été victimes de ces rafles meurtrières. C'est fou, non? J'en avais jamais entendu parler. Article, page 4, dans Le Monde. On continue. Il y a plein d'articles passionnants sur l'actualité internationale ce matin. Petite gorgée de café. On va au Brésil où la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été sabotée, nous dit Le Monde. Sabotée par qui? Par, vous allez voir, le Brésil, deuxième foyer mondial de l'épidémie. Seuls 7 millions de Brésiliens avaient reçu leur première dose au 21 février, soit à peine 3% de la population. Pas de quoi arrêter ni même freiner la course folle du coronavirus qui a déjà tué près de 246 000 Brésiliens. Faute de doses à administrer, plusieurs villes, y compris les 5 capitales régionales, ont dû brutalement interrompre le processus à la mi-février. Donc il y a un truc qui ne va pas du tout dans la campagne vaccinale au Brésil. Pourquoi? Explication. Ce grand désordre interpelle d'autant plus qu'il intervient dans un pays qui fut des années durant une référence mondiale dans les luttes contre les épidémies. Le Brésil sait faire. Le Brésil sait lutter contre des problèmes sanitaires importants. Le Brésil a lutté victorieusement contre des grandes épidémies. Le Brésil sait fabriquer des vaccins. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est quoi le souci? Le vrai problème vient du pouvoir, me dit Lara Riti. Ah là, tu parles de la Colombie, pardon. Là aussi, ça vient du pouvoir. Depuis le début de la pandémie, un travail de sabotage en règle a été réalisé au plus haut sommet de l'État pour empêcher toute campagne de vaccination au Brésil. Anti-vaccin notoire. Le président, là on parle de Jair Bolsonaro bien sûr, le président a lui-même indiqué à plusieurs reprises son refus obstiné d'être immunisé et appelé la population à ne pas se servir de cobaye aux firmes pharmaceutiques. Si, on cite Bolsonaro, si après avoir reçu votre injection vous vous transformez en crocodile, c'est votre problème, a-t-il déclaré en décembre 2020. Voilà. Au Brésil, la campagne vaccinale sabotée par un homme, et cet homme, c'est le président brésilien. Je lisais les commentaires sur le chat. Alors, on revient en France avec, vous vous rappelez de cette une-là, le principal titre en fait du Monde, outre ces sujets internationaux qu'on vient d'évoquer là, avec la Birmanie, le Brésil et la Colombie, c'est la lassitude des opinions publiques en Europe face à la crise sanitaire et face à leurs gouvernants. Et le Monde s'appuie sur une enquête qui montre que les Français sont encore plus défiants qu'avant et plus défiants que leurs voisins vis-à-vis du pouvoir. Et il y a une analyse assez intéressante dans un édito du Monde ce matin que je partage avec vous rapidement. Pour l'exécutif, qui gère depuis un an maintenant l'interminable crise sanitaire, les mois à venir s'annoncent périlleux. Au tout début de l'épidémie, la peur rendait acceptable des dispositifs contraignants. Puis depuis, elle a fortement reculé, cette peur, faisant place chez nos concitoyens à, et vous êtes peut-être concernés, un sondage sur la lassitude. Ah oui, tiens, c'est intéressant ça. Quelqu'un me dit ça dans le chat, on va voir. Laissons place à du découragement. Voilà, la peur moins, et il y a plus de découragement. Tel est le premier enseignement de cette enquête que j'évoquais, qui est le baromètre de la confiance politique du Cevipof, dont le Monde publie les principaux résultats. 41% des Français disent en premier lieu éprouver de la lassitude. D'après les sondages, Emmanuel Macron apparaît conforté par ces dernières décisions. La moitié des Français disent avoir aujourd'hui une bonne opinion de lui, selon un baromètre IFOP Paris Match qui a été publié il y a quelques jours. C'est vrai que la cote de popularité du président Macron est remontée ces derniers temps. Pourtant, et c'est le deuxième enseignement de cette enquête du Cevipof, écrit Le Monde dans sa dernière édition, l'Hexagone continue de souffrir d'une défiance politique bien plus forte que ses voisins. 37% des Français seulement jugent que leurs dirigeants ont bien géré la crise sanitaire. 56% des Allemands, 52% des Italiens approuvent l'action de leurs gouvernements respectifs. Donc il y a toujours... C'est grâce à McFly et Carlito, ça. Vous êtes mignon. Non, ouais, bonne opinion de Macron, ouais. Enfin, c'est ce que disent les sondages. Voilà. Et McFly et Carlito, non, le clip, il est sorti après le sondage. Là. La moitié des Français disent avoir une bonne opinion de lui. C'est ce que dit le sondage. Après, c'est qu'un sondage. Alors pourquoi nous, Français, sommes plus critiques vis-à-vis de notre gouvernement que nos voisins allemands et italiens? C'est la fin de l'édito qui est intéressante. Cette spécificité ne tient pas
à une perte de confiance dans le modèle français, ni à un déclin de foi dans la démocratie, bonne nouvelle. Au contraire, elle s'explique par un fonctionnement de la vie politique de moins en moins satisfaisant. La verticalité du pouvoir, on sait que je mime l'information, toujours. La verticalité du pouvoir, horizontalité, j'aurais fait comme ça. Favorisée par la Ve République, encouragée par Emmanuel Macron, accentuée par la gestion de la crise, contribue à entretenir le fossé entre les dirigeants et les citoyens. Remisée au second plan de l'actualité, la réflexion sur le fonctionnement des institutions apparaît non seulement nécessaire mais vitale pour accompagner la sortie de crise. Je le trouve très pertinent. La diagonalité, comment je fais comme ça? Diagonalité. J'ai un peu cassé là, comme ça, sans faire exprès. Je voulais pas casser là. Il fait drôlement beau à la montagne, ouais, je sais. Où es-tu? Je ne vous le dirai pas. C'est secret, je dis pas où je suis. Voilà, mais tac, la vertige, bon, bref, la diagonalité. Et il m'a fait casser en fait. Je me suis bien fait avoir. Je me suis cassé, je me suis auto-cassé là. Pertinent cet édito, je redeviens sérieux, pour dire que moi qui m'interroge vachement sur le divorce, ce qu'on appelle le divorce entre la France et les élites, j'aime pas trop ce mot d'élite, mais entre ce divorce en tout cas croissant, ce qui est sûr, entre nos dirigeants, les partis politiques d'une façon générale et la population et les citoyens, c'est très problématique parce que c'est le ferment de plein de problèmes à venir. Comment réduire ça? Le monde nous dit il faudrait revoir les institutions. Il faut revoir les institutions. Voilà. Alors moi qui suis qui, quand j'étais jeune, était un grand partisan des institutions de la Ve République parce que, au vu de l'histoire de notre pays sur la seconde moitié du XXe siècle, eh bien, c'était une forme de réponse à l'instabilité politique qui avait caractérisé les Troisième et Quatrième Républiques. Et donc les Cinquième République avec un président fort, avec un exécutif fort pour mener des politiques à bien, sans avoir sans arrêt un gouvernement défait au Parlement tous les 2 ou 3 mois, comme ça arrive dans certains pays du monde d'ailleurs, je trouvais ça pertinent. Mais c'est vrai que face à ce divorce croissant entre les dirigeants et les Français, il faut trouver des solutions absolument. Sinon, on va connaître des nouvelles crises, comme celle des Gilets jaunes il n'y a pas très longtemps. Voilà. Revoir le pouvoir centralisé, me dit Nacre26 dans le chat. Voilà, ça fait son temps, la 5e, me dit quelqu'un, pardon. C'est comme Windows, il faut réactualiser. Voilà. Voilà. Fédéralisme, 6e République. Il faut sortir de cette monarchie présidentielle. Il faut trouver des trucs, en tout cas. Je n'ai pas la réponse. Voilà. La 5e République, c'est bien si le président est bon. Et oui. Ouais. Toi, en tant que journaliste, comment ressens-tu au quotidien cette défiance? Je la ressens. Cette défiance, elle est vis-à-vis des dirigeants, elle est vis-à-vis du monde de l'entreprise, elle est vis-à-vis des journalistes aussi. Les Français ont très peu confiance en leurs journalistes. Et donc, je la ressens, cette confiance. Qu'est-ce qu'il faudrait changer exactement? Ah, ça, c'est le grand débat. Puisque quelqu'un pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait changer exactement pour une 6e République? C'est là où tout le monde diverge. Tout le monde diverge dans un seul mot, bien sûr. Je vous connais, je sais que quand je dis des mots comme ça part en sucette. C'est pas le mot que je voulais utiliser d'ailleurs, dans le chat. Allez, on redevient sérieux. Quelle heure il est? Pop, 10h23, mais c'est fou, j'aurai jamais le temps de vous parler de tout, mais je deviens trop bavard. Je savais que vous partiriez en lol là-dessus. Bon, je me dépêche. Parce que j'ai que dans 30 minutes à 10h55, j'arrête parce qu'à 11h j'ai une interview et puis on fera un petit raid pour découvrir un streamer qui n'a que quelques viewers, ça lui fera un petit cadeau. Vous êtes combien d'ailleurs? Je n'ai pas le chiffre moi là ici parce que je sais pas tous mes instruments. Vous êtes combien ce matin avec nous là? Vous êtes quoi? 500, 600, 700, 800, 13 000? C'est bien 13 000. Pop, pop, pop. Oh là là, bon, alors je vais vous donner plein d'infos. 13 000 vous méritez. Oh là là, 13 000, nom de Dieu. 13 000, c'est fou. Allez, je vais aller plus vite maintenant. On va parler de musique aussi avec Daft Punk. Alors, le Parisien s'est mis dans la peau d'un livreur Uber Eats. Ça aurait pu être Deliveroo ou autre. Le Parisien explique qu'ils ont en fait un des reporters du Parisien a candidaté pour devenir livreur l'espace de quelques jours pour voir quel est le quotidien de ces livreurs. Le journaliste a aussi candidaté à Deliveroo. Les premiers à répondre, ça a été Uber Eats. Donc là, on parle d'Uber Eats, mais je pense que pour la plupart des plateformes, c'est la même chose. Chaque soir à l'heure du couvre-feu, ils sont plus de 50 000 coursiers. 50 000 coursiers, c'est énorme, à arpenter nos rues pour livrer des repas. Notre reporter s'est fait embaucher par le leader du marché et raconte la difficile réalité de ces forçats du bitume. Mais écoutez, le reportage est passionnant, mais on ne va pas le lire en entier. Tout est résumé par l'édito de Rémi Dessart que vous avez à gauche là. Déficit social,
la conclusion, les conditions matérielles proposées sont loin d'être généreuses, tu m'étonnes, comme le démontre notre reportage en immersion chez Uber Eats. On s'en doutait, hein, mais là, on a des chiffres, effectivement, hein, ça pédale, la nuit, il fait froid, ça prend des risques. Et puis au final, la paix est ridicule. Les plateformes devront progresser sur ce point. Les autorités doivent s'en emparer, écrit le Parisien ce matin. Il serait fâcheux que la modernité numérique s'accompagne d'un retour à l'âge de pierre sociale. Voilà. Paf. Donc je vais très vite là-dessus parce que c'est pas vraiment une surprise. Mais le Parisien a enquêté, c'est ça qui est intéressant. Allez, on se penche un petit peu sur ce qui se passe à Nice, puisqu'on a vu plein de unes en région pour évoquer cette décision des autorités hier, 15 jours pour inverser la courbe, donc Nice, mais aussi sur le littoral, durcissement des restrictions avec notamment, c'est la décision la plus importante, un confinement, un reconfinement, c'est reparti, hein, ça reconfine, pas seulement à Nice, hein, du littoral, puisque c'est là que vit l'essentiel de la population, les 2 prochains week-ends, reconfinement de Nice, du littoral, pour les 2 prochains week-ends, avec de nouveau l'attestation, etc. Donc le Parisien détaille un petit peu les mesures, voilà, notamment le fait c'est le retour à l'attestation. Les boutiques de plus de 5000 m² vont devoir fermer durant 15 jours, au-delà des week-ends. Et la campagne vaccinale va s'intensifier dans le département. Les contrôles aux frontières vont être renforcés. Le port du masque obligatoire partout, puisque je sais que ça surprend toujours quelqu'un, des gens dans le chat, mais le port du masque n'est pas obligatoire en France. Le port du masque est obligatoire dans plein de villes, mais n'est pas obligatoire partout. C'est une décision préfectorale, et donc ça n'est pas obligatoire partout. Et donc là, le port du masque va être obligatoire. La question que tout le monde se pose, voilà, à l'instant je le vois, civilisation, ça va réellement changer quelque chose pour 2 week-ends? C'est la question que tout le monde se pose, très bonne question. C'est la question qui se pose, la situation peut-elle être contrôlée en seulement 2 week-ends de confinement? L'épidémiologiste Antoine Flao, qui a parlé aux Parisiens, en doute sérieusement. Voilà. Ouais, moi je pensais que c'était partout, j'ai appris ça hier. Bah oui, moi aussi, à un moment j'ai cru que c'était partout en France. Et non. L'autre grande question c'est, alors est-ce que ça va être efficace? 2 week-ends, je sais pas. Et ensuite c'est à qui le tour? À qui le tour les amis? Parce qu'il y a d'autres zones en France, d'autres départements, d'autres villes où la situation sanitaire est inquiétante. Et donc la question est de savoir si l'affaire de Nice n'est pas un test et si demain d'autres bouts de territoire, d'autres villes ne vont pas être concernées par d'autres mesures locales de lutte contre le Covid-19, avec pourquoi pas un reconfinement. Ça pourrait concerner quelle région? Le Parisien parle de Dunkerque, parle du Grand Est, parle de l'Île-de-France aussi. Semaine de vérité en Île-de-France, dit le Parisien. Daft Punk, les amis, depuis qu'on a commencé ce petit rendez-vous là quel jour on est, mardi de ce mardi, je sais même pas quel jour on est. On est quel jour? On est mardi? Combien de café par mardi? On est mardi. Daft Punk. Alors les petits F, vous êtes trop mignons les petits F pour Daft Punk. Bah ouais. Vous êtes triste pour Daft Punk. Depuis le début de ce stream là, de ce mardi matin, plein de questions. Est-ce que tu vas parler de Daft Punk? Mais bien sûr, je parlais de Daft Punk. Regardez, c'est la une de Libé. Regardez comme elle est belle cette une. L'article du Parisien, Daft Punk, c'est fini. Le duo français le plus connu au monde a annoncé hier sa séparation. Oh là là, vous êtes triste, je vois. C'est fou ça. Je vois plein de tristes. Détresse absolue, tristesse absolue, me dit quelqu'un dans le chat. Mais pourquoi? Pourquoi tant de tristesse? Au revoir les Daft Punk. Toutes les bonnes choses ont une fin. Dévasté, me dit quelqu'un. Dévasté me dit une vieweuse. Oh, mais je pensais pas que vous seriez si triste. Pourquoi pourquoi vous êtes si triste? Pourquoi être si triste? Ma vie n'a plus aucun sens. Bon, allez, lisons. Un décompte oppressant suivi d'une explosion. Le groupe Daft Punk a annoncé ainsi sa séparation hier après-midi dans une vidéo postée sur son compte YouTube intitulé Épilogue. Le clip, qui était en fait pas une nouveauté, qui était extrait de leur film Electroma sorti en 2006, montre quoi? Les 2 membres du groupe, dans un désert, ils se saluent, puis l'un d'entre eux s'éloigne, équipé d'une bombe qui explose peu après. S'ensuit un panneau 1993-2021 marquant les dates de vie de groupe aux 5 Grammy Awards. Pour l'heure, le mystère. 8 ans qu'ils n'ont rien sorti, c'est vrai, on va en parler. Pour l'heure, le mystère reste entier, comme souvent avec le duo français. Libération le souligne très très bien d'ailleurs, que c'est un groupe qui fascinait notamment par son mystère, par son refus
apparent de la célébrité avec ces masques. Et ben même leur départ est un mystère. Je vois que la vidéo elle est sur le compte YouTube. Je vais essayer de vous la trouver. Ça va pas être très long en plus. Top. Comment donc c'est Daft Punk. Daft Punk. Est-ce qu'on peut voir la petite vidéo de séparation du groupe? C'est quelques secondes, hein, puis après on passera à l'article de... Ah bah je l'ai là, épilogue. Oh bah on tombe dessus direct. Hein. Hop, je vous montre. Hop. Et vous avez vu, hein, je gère maintenant, hein, ça va. Hein. Voilà. Je vais mettre un peu de son parce que je l'ai fermé tout à l'heure. On avait une petite pub. Tac, où est-ce que c'est? Ici. On va se revoir ça. 8 minutes quand même. Ah oui, oui, on va pas faire les 8 minutes. Hein. Épilogue. Ah ouais, je pensais que ce serait plus court. On va pas tout faire. Hein. Je vais essayer de vous la zoomer un petit peu par contre. Alors, voyons. Toc. Vous l'avez. Hein. C'est parti les amis. Je me tais, respect pour Daft Punk. On me dit d'avancer à 2-3 minutes. J'espère qu'il n'y a pas de musique. Hein. Ouais, c'est super. C'est hyper émouvant. Bah, du coup, c'est hyper émouvant. On regarde et on s'arrêtera avant la musique. On avance un petit peu. Ok. Ah bah, non, c'est quand même. Alors, je sais que la vidéo n'a pas été tournée pour ça, hein, que c'est extrait d'un film des Daft Punk tourné quelques années auparavant, mais quand même c'est super émouvant. Bon, je me suis arrêté avant la musique, bien sûr, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit à la musique sur Twitch en raison des droits d'auteur. Donc je sais qu'il y avait beaucoup d'inquiets dans le chat. Attention Samuel à la musique, attention à la musique. Voilà. Donc hommage à Daft Punk dans l'article du Parisien. Et alors il y a une très belle couverture. Regardez, Daft Punk, c'est la une de Libération. Moi j'applaudis. On se lève et on se casque. Hein, c'est pas on se casse, mais on se casque. Et Libération. On va aller après il faut qu'on parle de l'Algérie aussi sans faute. Faites-moi penser, il faut que je vous parle de l'Algérie. Daft Punk, French Touch touche finale, jeu de mots encore. Le duo casqué, devenu phénomène planétaire, a donc annoncé hier mettre un terme à une aventure musicale j'en ai sur 28 ans de tubes rutilants et de coups d'éclat scéniques. S'ils étaient aussi admirés, c'est le passage que je préfère dans l'article, c'était bien sûr pour leur musique, pour leur tube, mais peut-être au fond pour toute autre chose. À une époque où on est avant tout connu pour être célèbre, où il faut occuper le terrain jour et nuit. Je connais un mec qui stream tous les matins alors qu'il a déjà
Il anime déjà un jeu sur France 3 et la matinale de France Info, et il stream en plus. Donc alors lui vraiment, hein, c'est... hein. Les Daft Punk étaient rares et discrets, à la fois plongés jusqu'au cou dans l'absurdité de l'industrie et totalement à côté, continuant à faire leur course chez Monoprix alors que 3 générations dansaient sur Get Lucky. Daft Punk a fait le choix de mettre fin à son histoire définitivement, écrit Libération ce matin, sans cérémonie, comme un point au bout d'une phrase, très simplement. Si on fait le compte, c'est peut-être de ce côté-là qu'ils manqueront leur plus. Voilà, moi, le plus. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Ah, je vois que certains connaissent d'ailleurs des membres de Daft Punk sans le casque alors. Hein. Voilà. Voilà. Bon, bah, en tout cas, ça. Alors, évidemment, il y a une possibilité, puisqu'on n'a pas le droit de passer de Daft Punk sur Twitch, on n'a pas le droit de passer de musique à raison des droits d'auteur. Vous savez que, il y a toujours une possibilité, c'est évidemment que je chante. Que je chante, hein, c'est un rendez-vous que certains redoutent. De temps en temps, je me mets à chanter. C'est-à-dire que je ne mets pas la musique parce que c'est interdit, mais je me mets des écouteurs dans les oreilles. Je vais chercher. Où sont mes écouteurs? Ils sont là. Ah, ça y est, c'est crise de panique. Ah, on va encore perdre 2000 viewers. Non, non, on vote ou pas? Voilà. On vote ou pas? Bon, et comme je sais que certains redoutent ce moment, sondage rapide. Est-ce que je chante du Daft Punk ou pas? Est-ce que je massacre du Daft Punk ou pas? C'est la question, bien sûr. Gérez les sondages, les amis. Je vous demande, c'est vous qui décidez à quoi ressemble ce programme. À chaque fois, je perds 2-3 000 viewers quand même. Hein. Donc, nouveau sondage, Daft Punk. Je suivrai votre avis. Hein. Je chante ou pas? Voilà. C'est oui et c'est non. Hein. Je ne sais pas. Eh oh les gars, hein. Là c'est oui ou c'est non. Daft Punk, je chante ou pas? Oui ou non? C'est vous qui décidez. Voilà, c'est vous qui décidez de la tête de ce programme. Voir les résultats. Bon, je pense que mon ego va en prendre un coup. Mon ego de chanteur, moi qui ai toujours rêvé d'être Elvis Presley, mais bon, de temps en temps, il faut. Ah, vous êtes 73% à me dire oui, 27% à me dire non quand même. Donc bon. Ça veut dire que je vais perdre plein de viewers. Mais là, moi, vous savez, je suis un démocrate. Hein. Donc 72% maintenant de oui. Vous êtes 2000, vous êtes presque 3000 à avoir voté déjà. Voilà. Donc je vous promets de pas chanter longtemps. Je dis ça pour les vrais amoureux de la musique et aussi pour les 27% qui voulaient absolument pas m'entendre chanter. Donc 72% de maso dans le chat, écrit Cyril. Bon, alors les amis, ça veut dire que donc j'arrête le sondage parce que hop, vous êtes 2500. Oh là là, vous êtes combien? 3500 à avoir voté. Le résultat définitif, il s'affiche chez vous. Ok. Tac. Et moi, toc. Voilà. Voilà les résultats. Si vous faites F5, vous avez le résultat. Hein. Hop. Et moi, alors maintenant, il faut que je chante. Quelle chanson? Stop the count. Quelle chanson? Un petit Get Lucky? One more time. Get Lucky. Allez, Get Lucky, je connais pas cette chanson, enfin je l'ai plus en tête, donc c'est encore plus intéressant. Alors je prends mon téléphone, alors n'importe quoi parce que c'est le téléphone qui me sert à streamer en plus. Donc je prends tous les risques. Get Lucky, voilà. Alors pour certains qui sont là pour la première fois, voilà, je chante comme une casserole et en plus comme je chante avec mes écouteurs, c'est encore pire. Attention, tac. Les écouteurs. C'est connecté. Ok. Il faut que je mette les paroles, bien sûr. Hein. Vous bougez pas. Alors, donc on fait pof, parole, Get Lucky, et je vais, comme d'habitude, massacrer un nouveau monument de la chanson. Voilà, j'ai les paroles. Get Lucky. Vous m'entendez bien? Ça va? Bah oui, j'en ai mon micro, bien sûr, je vais vous massacrer ça proprement. C'est quoi ces paroles-là? Bon, je sais pas. Allez, on y va? Pas longtemps, promis. Musicalement, c'est bon quand même. Intro. Batterie. Petite guitare. Ting, ting. Bah oui, on n'entend pas. Bien sûr, c'est le principe, il n'y a pas la musique. On n'entend pas. Bah ouais. Mais là c'est l'intro. Donc là, je vous fais tous les instruments là. The Phoenix.
All land with beginnings. What keep the planet singing? The fall from the beginning. Uh-huh. We come too far. Ça, c'est le passage difficile. Give up who you are. So let's raise the bar on our cups to the stars. Bien massacré là. She's up all night to the sun. I up all night to get some. She's up all night for good fun. I up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night. Ah, je l'ai bien massacré celle-là. Ah, pas trop longtemps parce qu'après il y a trop de gens qui partent et je me retrouve avec 10 personnes dans le chat. Ça allait ou pas? Ça s'améliore ou pas? Ou c'est de pire en pire? Hein? En vrai? C'est de pire en pire ou pas? Quelle voix magnifique, ouais. Un énorme massacre. Il y en a que j'ai massacré plus. Hein. Et, certains se souviennent d'un Jennifer au soleil. J'ai une note de 18 sur 300, me dit quelqu'un là. Voilà. Moins 60 viewers. Si, j'ai perdu beaucoup de viewers ou pas? Non, parce que maintenant je chante pas trop longtemps pour pas perdre trop de gens justement. Voilà. Franchement, je vais réécouter après parce que je vous rappelle que je ne m'entends pas quand je chante pour vraiment jouer le jeu. Donc ça m'a semblé moins pire que d'habitude. Enfin, l'idée c'est aussi que je ne sois pas reconnu par les ordinateurs comme de la musique, comme du Daft Punk. Et donc, vu comment je chante, il y a assez peu de chances que ça arrive. Bon, les amis, je reviens. Il me reste combien de temps? Je redeviens sérieux. J'ai l'Algérie à vous lire, j'ai ça. J'ai trop de choses. Mais regardez, j'ai trop de choses. Vous vous rendez compte, on est ensemble pour 2 heures. 2 heures et j'arrive pas à vous dire la moitié de ce que je veux vous lire. Bon, l'Algérie, super important. Bon, il y a un jeu de mots en une de Libération ce matin. Algérie, Irak, One More Time bien sûr pour la chanson que je ne vous ai pas chantée par respect, mais on s'est fait un petit get lucky. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Je vous disais que ce matin il y avait beaucoup d'articles sur la presse, sur l'actualité internationale et des articles passionnants. On est en Algérie. Des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau redescendues dans les rues du pays lundi pour fêter les 2 ans du mouvement de contestation et surtout, c'est ce qu'on appelle le Irak en Algérie, cette contestation, et surtout réclamer le départ du président Abdelmadjid Tebboune. Alors on y va. L'édito d'Alexandra Schwarzborn est vachement intéressant. Il est intitulé Détermination. J'ai appris plein de choses. Né le 22 avril 2019. Donc il y a 2 ans, du ras-le-bol des Algériens devant l'insupportable sentiment d'impunité des autorités, capable de maintenir un mort-vivant à la tête de l'État. Là on parle du président Bouteflika bien sûr, même si ça n'est pas écrit. À la seule fin de garder la main sur le pays, le Hirak, H-I-R-A-K, donc ce mouvement de mobilisation de manifestation des Algériens, avait été l'événement inattendu et plein d'espoir de cette année-là. Inattendu car jusqu'alors la population, traumatisée par la guerre civile des années 90, ce qu'on appelait la décennie noire, s'était résolue à accepter sans broncher humiliation et privation. Il a fallu que le président Abdelaziz Bouteflika se présente pour un 5e mandat, ou plutôt qu'on le présente, vu qu'il n'était même pas en capacité d'apparaître en public, pour que la population explose, c'était en 2019, et descende dans la rue. Plein d'espoir, car ce mouvement massif, réunissant femmes et hommes, jeunes et vieillards, intellectuels et ouvriers, a revendiqué dès le début sa non-violence, et s'y est tenu jusqu'au bout, forçant l'admiration du monde entier, déstabilisant certains membres de la police. Nul ne sait comment le Irak aurait tourné si la pandémie, parce que la pandémie est passée par là, n'avait mis un terme à ces manifestations du vendredi en contraignant les Algériens à rentrer chez eux. Mais, écrit Libération ce matin, la détermination est toujours là, d'autant que la population a l'impression de vivre un jour sans fin. Le président Abdelmadjid Tebboune ayant été retenu à l'étranger pendant des mois pour raison de santé, comme Bouteflika avant lui. Des élections anticipées ont bien été annoncées, des signaux ont été envoyés à la jeunesse, mais les Algériens ne s'y trompent pas. Derrière les belles paroles, la répression continue à s'abattre sur ceux qui osent s'opposer au pouvoir militaire. On en a parlé ici dans ce rendez-vous dans la matinée Étienne. Et les richesses du pays restent squattées par une minorité. Conclusion de l'édito, si la pandémie n'est pas venue à bout des aspirations à davantage de démocratie et de partage des richesses, on ne voit pas bien ce qui pourrait les étouffer. Voilà.
excellent édito sur la situation en Algérie. L'article est beaucoup plus complet que cela. N'hésitez pas à acheter Libé ce matin. En plus, vous avez, pour ceux qui s'intéressent à Daft Punk, le meilleur article pour moi de ce matin sur les Daft Punk. Allez, on va vite sur le Figaro. Face à l'épidémie, Macron choisit le pragmatisme. C'est très simple. C'est face à ce qu'il vient de décider à Nice, décision locale, adaptée à la situation locale. Le Figaro, qui est souvent très critique avec le gouvernement, applaudit, dit ok, pragmatisme. On ne reconfine pas au niveau national, c'est une approche territorialisée, c'est validé par le Figaro. Voilà. Alors, je passe vite parce que là, on a un article passionnant du Figaro, encore de l'actualité internationale, page 12, de Alix Hardy, qui est donc la correspondante qu'on a découvert ensemble tout à l'heure, on est allé voir son compte Twitter, du Figaro au Mexique, sur le Mexique. Le Figaro égale extrême droite. Dylan Kaoro 72. On banne pas ici, on banne pas facilement. Et là, on va pas. Il n'y a pas de ban pour ça. Mais le Figaro extrême droite, c'est que tu lis pas le Figaro. C'est que tu lis pas le Figaro. C'est que tu lis pas le Figaro. Non. Et là, tu as le droit de dire des trucs, mais il faut que ce soit étayé, mon ami. Il faut que ce soit construit. Le Figaro extrême droite, tu sais ce que c'est l'extrême droite en fait. Tu sais ce que c'est l'extrême droite. Tu lis le Figaro. Il y a un des deux concepts que tu n'as pas compris. Figaro, c'est pas un journal d'extrême droite. Voilà. Donc pas du tout. Donc lis le Figaro, intéresse-toi vraiment à ce que c'est l'extrême droite, historiquement, pas seulement dans notre pays, et puis tu verras que c'est pas du tout ça. Bon, après, tu as le droit de dire des bêtises, mais ça, c'est une bêtise. Le Mexique, c'est incroyable ce qui se passe avec le Mexique. Oasis pour touristes fuyant les restrictions sanitaires. Le reportage d'Alix Hardy est passionnant. Malgré plus de 2 millions de cas de Covid et 180 000 décès officiellement recensés, le pays qui n'a jamais fermé ses frontières s'est transformé en oasis pour les touristes. Fêtards, nomades digitaux fuyant la pandémie. À l'arrivée, les voyageurs internationaux ne doivent pas présenter de tests négatifs, ni effectuer de quarantaine. Une ouverture qui a propulsé le pays, les chiffres sont incroyables, écoutez, ouverture qui a propulsé le pays de la 7e à la 3e place des pays les plus visités au monde en 2020, derrière la France et l'Italie. Alors pourquoi ce choix de laisser les frontières du tourisme ouvertes? Vous vous en doutez peut-être, c'est pour des raisons économiques. Les autorités tentent de combiner reprise économique et restrictions sanitaires. Mais ces autorités, vous allez le voir aussi dans cet article, s'avouent dépassées. Alors, tout a été fait pour que ça marche. Pour assurer les voyageurs, le secteur hôtelier mexicain a mis les petits plats dans les grands, créant même, en coopération avec le ministère de la Santé, un label propreté qui récompense la bonne application des protocoles sanitaires. Le personnel est dûment masqué, les lieux régulièrement aérés, désinfectés, le gel, les tapis de javel sont partout. Les plus gros resorts hôteliers offrent des formules comprenant un dépistage Covid à la fin du séjour. Et c'est pas tout. Donc pour pouvoir retourner dans les pays occidentaux, parce que parfois il faut montrer patte blanche, ainsi qu'une chambre gratuite durant la 14e d'isolement en cas de résultat négatif. Tout a été fait pour les touristes. Le problème, c'est que tout le monde ne joue pas le jeu, constate le reporter du Figaro, car si les employés sont systématiquement équipés de pied en cap pour tranquilliser les touristes, l'inverse n'est pas vrai. Le problème, c'est les touristes. Le problème, c'est le comportement des touristes. Alors eux, ils sont en mode sur la plage, le cocktail, le masque. Il n'est même pas sur le menton, le masque. Il n'est pas là. Ça fait la teuf. Il y a des discothèques qui sont un petit peu ouvertes. Il y a plein de fêtes privées, etc. Donc là, c'est du grand n'importe quoi. Là, il y a une municipalité de la ville de Puerto Vallarta, qui se dit totalement dépassée par la situation. Nous ne pouvons pas vivre sans les touristes, dit le maire González Lomelí, mais ils font n'importe quoi. Ça nous surprend parce que ce sont des gens éduqués qui ne peuvent pas plaider l'ignorance par rapport au virus, vu ce qui se passe dans leur pays. On craint que ça finisse par avoir un impact sur la population locale. Mais voilà, ils estiment qu'ils n'ont pas le choix. Alors, éducation et intelligence, c'est des choses différentes. Démonstration, voilà. Et donc inquiétude sur la situation au Mexique, qui est un des pays déjà qui est parmi les plus sévèrement touchés par le Covid-19 et qui, pour des raisons économiques, a laissé les frontières ouvertes aux touristes, et ceux-ci ne se comportent pas bien. Je vais vite parce qu'il est 10h49 et dans 5 minutes on arrête pour faire un petit raid, puisque j'ai un rendez-vous à 11h, même en vacances, complètement. Il est un peu coucouillon le Samuel Etienne quand même. Mais bon, c'est trop sympa tout ça. Rapidement, allez lire le Figaro sur les grandes enseignes
qui se ruent sur le live shopping. De quoi s'agit-il? Vous connaissez le téléachat? C'est la même chose sur Internet, ça arrive. Regardez, il y a Cyril Lignac, là, il y en a d'autres. Ce sont des séquences de téléachat, mais sur Internet. Ça ressemble totalement à Twitch. Ça ressemble totalement à Twitch, c'est-à-dire que vous avez des séquences vidéo, sauf qu'au lieu de vous parler des journaux, eh ben, comme ici, on vous vend un robot ménager, on vous vend une perceuse, et ça cartonne, ça vient de la Chine, ça a été expérimenté là-bas. D'abord, je vous explique cet article qui est vachement intéressant de Marie Bartnik et Chloé Voitier, c'est vachement intéressant. Ça a explosé en Chine, c'est en train d'arriver chez nous, vous allez le voir arriver. Voilà, c'est du téléachat, c'est de l'internet achat, quoi. Voilà. Alors ça ressemble à Twitch parce que pourquoi il y a un chat et tout, les viewers peuvent interpeller l'animateur, dire alors la perceuse, elle tourne à combien de tours minute, est-ce qu'elle est pas trop bruyante et tout. Et derrière, les chiffres de vente des produits explosent. Voilà, bon, vous serez prévenus. Ça arrive en France après avoir cartonné en Chine. Page 18 dans le Figaro si vous voulez en savoir plus. Je vais plus vite maintenant sur la fin, puisque je manque de temps, comme toujours. Dossier vraiment bien fait de Lacroix, la percée du Bitcoin, monnaie numérique créée il y a 12 ans, rappelle le journal, pour contourner la finance traditionnelle. Le Bitcoin intéresse dorénavant d'importants investisseurs et inquiète les États. C'est un dossier extrêmement complet, page 2, page 3, 2 pleines pages sur la question, et c'est vraiment bien fait. Je vous en lis quelques lignes, j'ai le temps. Gros ajustement du Bitcoin aujourd'hui, moins 20% en 24 heures. Me dit-on dans le chat. Bon, j'ai bien fait de pas en acheter hier, alors j'en ai pas du Bitcoin, j'en ai pas. Il vient de perdre le 20% le Bitcoin, ça crache en ce moment. Mais c'est tellement exactement l'objet de l'article de Lacroix, c'est incroyable. Alors Lacroix rappelle ce que c'est le Bitcoin, la crypto-monnaie, comment elle a été créée, dans quel contexte. Pourquoi aujourd'hui de plus en plus de particuliers s'y intéressent? Parce qu'évidemment, ils ont vu les cours exploser jusqu'à 57 000 $, jusqu'à 40 000 euros récemment. Là, vous me dites dans le chat qu'il y a eu une grosse correction, là, à l'instant. Pourquoi en tel emballement? Donc, il y a eu la ruée des particuliers qui rêvent d'une fortune rapide, mais aussi des achats massifs venus d'entreprises, de gestionnaires d'actifs qui considèrent de plus en plus le Bitcoin comme une monnaie, voire une valeur refuge à l'heure où on croit moins dans le dollar ou dans ce genre de devises. Donc ça séduit de plus en plus d'acteurs de l'économie, y compris des grands comptes d'investissement. Voilà. Donc, mais sans le savoir, si vous avez de l'épargne un petit peu diversifiée, vous avez peut-être du Bitcoin. Sans avoir acheté du Bitcoin, vous en avez peut-être, puisque les grands argentiers de ce monde en achètent. Alors, la question que se pose Lacroix, c'est: est-ce à dire que le Bitcoin pourrait demain être un équivalent numérique de l'or, par exemple, pour devenir un instrument de réserve? C'est la question qui est posée. Je vais vers la conclusion de l'article. Voilà. Les banques centrales, celles qui émettent monnaie, regardent avec beaucoup d'intérêt ce phénomène, mais elles ne sont pas prêtes à faire une place au Bitcoin à côté du dollar, de l'euro et du yen, pour que le Bitcoin soit une unité de valeur au sens international du terme pour les banques centrales. Il faudrait, je cite Hervé Gouletker, qui est qui? Non, je cite François Villeroy de Gallo, qui est le gouverneur de la Banque de France. Il faudrait que son cours soit plus stable. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est la conclusion de l'article. Son cours est en effet extrêmement volatile, son évolution difficilement prévisible. Et vous venez de me dire dans le chat que le cours avait été corrigé de 20% ces dernières heures. Voilà. Bon, grand débat, le Bitcoin. Là, j'ai survolé l'article, mais les 2 pages sont bien faites. Il y a vraiment quelque chose d'assez construit sur ce qu'est le Bitcoin, d'où vient le Bitcoin, pourquoi il est intéressant, pourquoi on s'en méfie encore pour partie. Voilà. C'est à lire dans La Croix aujourd'hui, c'est la une, et pages 2 et 3, La Croix de ce jour. Hop, regardez, pour 2,10 €. Pour 2,10 €, vous aurez des heures de lecture parce qu'il y a plein d'autres choses dans La Croix aujourd'hui. Bon timing. Je ne vous ai pas parlé des secrets, les plans secrets de la majorité pour 2022. Ce sera pour une autre fois, c'est de ma faute, j'ai été trop long. Pourtant, c'était intéressant. Et la une de l'équipe sur les cas de Covid au sein de l'équipe de France de rugby, le 15 de France, à tel point que le match contre l'Écosse prévu dimanche est menacé. Voilà. La frousse, aux trousses, titre l'équipe. Merci à tous les amis.
J'ai un petit peu accéléré sur la fin parce que je voulais absolument m'arrêter vers 10h55 parce que j'ai un rendez-vous à 11h pour parler de Twitch à des confrères journalistes. Je voulais vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi, d'avoir été aussi nombreux, c'est vraiment cool. Vous avez vu, je suis devenu accro puisque même en vacances, j'amène tout mon matos. Merci d'avoir été là pour cette matinée Étienne en direct de la montagne. N'hésitez pas à suivre cette chaîne sur Twitch comme ça. Quand je stream, c'est-à-dire quasiment tous les jours, j'essaye, vous serez prévenu par une petite notification que je stream à des heures différentes. Hier, c'était rendez-vous à 10h. Ce matin, j'ai fait 9h à cause de mes rendez-vous de la journée. Donc, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Vous serez comme ça averti. N'hésitez pas à suivre sur mon compte Twitter, puisque c'est là que je dis la veille en général, même toujours, à quel jour, quelle heure je stream. Je vous rappelle qu'il y a depuis quelques jours un podcast dans quelques heures après je vous mets l'adresse ici, sur Spotify, quelques heures après ce stream, eh bien là, il y a la version que je viens de copier-coller ici en podcast audio. Donc si vous êtes en voiture, si vous êtes en promenade, si vous allez vous promener dans la montagne, vous pouvez aussi écouter ce stream et récupérer la partie que vous n'avez pas entendue parce que vous n'êtes pas forcément avec moi 2 heures tous les matins. Je vous ai tout dit, à demain parce que je serai là demain. On va se faire un petit raid maintenant. Je vous mets, alors pas de musique parce que j'ai arrêté la musique pour des raisons techniques, mais je vous mets un petit écran de fin et je vais chercher un streamer avec pas trop de viewers pour vous le faire découvrir. Restez avec nous, il y a toujours des bonnes surprises derrière. N'hésitez pas à me faire des propositions dans le chat de streamers avec pas trop de viewers. Je vais regarder ça et d'ici, soyez patients, ça me prend parfois 3-4 minutes. Je vais vous trouver quelqu'un pour vous le proposer. Ok ? À tout de suite les amis. Merci encore d'avoir été là. À demain.